Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur les indicateurs clés de performance. Je suis Annalisa Ghebbioni, chargée des communications chez Hauts-de-France Innovation Développement et je suis ici aujourd'hui avec Antoine Lorès de Minecraft qui sera votre formateur pour le webinaire. Bonjour Antoine, merci d'être avec Bonjour, nous. Annalisa, bonjour à tout le monde. Et avant de vous laisser avec Antoine, je vous informe que on a organisé un autre webinaire au mois de novembre. Ce sera le dernier webinaire pour 2022 sur le community management et l'inbound marketing. Du coup, ce webinaire sera le 14 et 15 novembre et vous allez voir comment utiliser les réseaux sociaux pour booster votre projet, le type de réseaux sociaux qui s'adaptent à vos nécessités, comment animer une communauté, etc. Du coup, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais mettre le lien d'inscription dans le chat. Le chat du coup, vous le retrouvez à droite du site. N'hésitez pas à l'utiliser pour échanger entre vous et aussi à poser vos questions à Antoine dans l'onglet questions. Du coup, je vous laisse Antoine et bon webinaire. Merci beaucoup, Annalisa. De rien. Bonjour à tous. Donc, c'est un webinar de 2 heures. On aura fini à midi. Le sujet, c'est les indicateurs de performance. Et l'objectif des 2 heures, c'est que vous repartiez avec un prototype de tableau de bord sur lequel il y aurait le ou les quelques indicateurs les plus importants pour votre activité économique. 3 parties dans ce webinar. Une première partie sur votre destination, qu'est-ce que vous cherchez à accomplir avec votre entreprise? Le risque, on va le voir tout de suite, mais le risque, c'est de prendre des indicateurs très utilisés, les plus généraux, ceux qu'on va voir, trouver facilement sur Internet, et du coup, sans le savoir, se fixer les objectifs que tout le monde se fixe, et donc finir au même endroit que tous les autres, alors que peut-être que votre projet a une particularité, peut-être que vous n'avez pas envie, moi je ne sais pas, de construire une très grosse entreprise, hein, a priori, c'est le souhait de beaucoup de créateurs d'entreprises de faire quelque chose le plus gros possible, qui grandisse le plus vite possible, mais c'est pas le souhait de tous. Et si vous choisissez les indicateurs des gens qui veulent grandir très vite ou qui veulent revendre leur entreprise dans quelques années, eh ben, vous risquez de vous retrouver dans le mauvais port, en fait, au mauvais endroit. Donc, on va voir, on va faire une petite partie sur clarifier le type de projet que vous avez en tête et ce que vous avez envie de faire. Ensuite, on fera une partie sur bien choisir ses KPI avec la question du modèle économique que vous voulez avoir, du moteur économique que vous voulez avoir, et d'avoir des KPI qui ne servent pas que à vous remonter le moral et à vous motiver, même si c'est important et vous pouvez les avoir ceux-là. Avoir des KPI qui vous disent quand vous avez tort et quand il faut absolument faire marche arrière. Et ça, c'est les plus durs à mettre en œuvre parce que c'est ceux qui ne flattent pas notre ego, qui apportent les mauvaises nouvelles. Et comme vous le savez, on a tendance à tuer les porteurs de mauvaises nouvelles plutôt qu'à écouter leurs messages. Et c'est vrai pour les indicateurs aussi. Et puis on aura une toute petite partie à la fin qui posera les pierres de la culture future de votre entreprise, qui posera la question de comment dans votre entreprise on traitera la donnée, comment dans votre entreprise on mènera des expérimentations, quelle place on fera à l'observation des faits versus le discours, la politique et la rhétorique. Je vais souvent opposer, vous allez voir, on va commencer par ça. Je vais opposer le raisonnement rhétorique et littéraire au raisonnement expérimental et scientifique. Moi, je suis un littéraire de formation, hein, j'ai fait Sciences Po, mais j'ai toujours été aussi attiré par les sciences. Donc, j'ai commencé ma première entreprise dans le nucléaire. Je vous en parlerai un petit peu parce que sur ce sujet de la donnée, j'ai fait pas mal de bourdes grâce à ma première boîte. Donc, je l'utiliserai comme exemple. Donc, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Lorion, qui existe toujours, qui se développe bien, qui fait des détecteurs pour la détection des rayonnements ionisants, donc pour l'industrie nucléaire. Hem Et donc c'était pas du tout mon secteur. Je me suis formé au sujet scientifique et j'étais en charge, alors comme vous tous, hein, je faisais un petit peu de tout. Je faisais de la technique, mais je faisais aussi le pilotage financier de l'entreprise. Et donc dans cette première entreprise, on a eu une performance en yo-yo qui ressemble un petit peu à ça. Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Voilà, avec des moments où on signe un gros contrat, juste après on réalise qu'on n'a pas les ressources humaines et techniques pour le faire, donc il va falloir les trouver. On n'a pas l'argent pour, on trouve l'argent, on est hyper content. Et puis voilà, on a cette vie pendant plusieurs années en escalier. Ça augmente quand même, hein, puisque l'entreprise grossit tous les ans. Mais une chose qui n'a pas arrangé mon taux de stress pendant ces années-là, j'ai passé 5 ans à développer Lorion,
Et ben, c'est, l'absence de visibilité sur ce qui allait se passer. Par exemple, l'absence de visibilité financière. Et une des raisons qui m'a fait partir, alors une des raisons, c'est que j'étais pas du sérail, nucléaire, et donc c'est un milieu où si vous avez pas le diplôme à constamment mettre sur la table, vous êtes obligé de vous cacher derrière d'autres gens qui ont le diplôme. Donc ça, c'est une raison, c'est une des raisons qui m'a fait partir. Mais une des raisons, c'est que, tous les ans, on avait une période où on savait pas si, dans un mois, dans 2 mois, on n'aurait pas fait faillite, et ça commençait à m'user. Et avec le recul, ce qui m'a manqué à cette époque, c'est des indicateurs, des leading indicators, hein, je vais vous en parler tout à l'heure, des indicateurs de préavis, des indicateurs qui donnent une visibilité sur les mois à venir. J'avais que des indicateurs qui, donc on appelle ça des lagging indicators, des indicateurs qui me donnaient de l'information passée sur ma performance d'il y a 6 mois, et qui du coup n'aident pas du tout à créer de la visibilité. Donc une des choses que je vais vous dire tout à l'heure et que je vais essayer de construire avec vous, c'est d'avoir avoir un tableau de bord et avoir des KPIs qui vous donnent de l'info sur ce qui risque de se passer dans quelques mois pour que vous puissiez réagir, plutôt qu'une info, passée. Voilà, et donc après ça, moi j'étais la partie que j'aimais le plus dans mon boulot, c'était former mes collaborateurs et puis former aussi mes clients, parce qu'on faisait des formations, à la radioprotection, des choses comme ça. Je savais que j'avais bien formé, et donc je me suis spécialisé dans la formation management, métier que je fais aujourd'hui à mon compte avec Minecraft, donc c'est ma deuxième entreprise. Voilà. Voilà pour mon parcours et ma connaissance de ces sujets. Alors, dans l'introduction, une dernière chose que je vous ai pas dite, dans l'introduction, on s'attaquera à la question des biais cognitifs. Alors, c'est pas une formation biais cognitifs, il faudrait y passer, la journée, mais il y en a quelques-uns qu'il faut que vous connaissiez parce que faute de les connaître, vous pouvez avoir de très bons indicateurs et vous planter quand même sérieusement. Parce qu'on a quand on exploite la donnée, on a une tendance à voir ce qui nous arrange, on a une tendance à se laisser contaminer par les mauvais exemples. Je vous donnerai quelques exemples, surtout quand on le fait vite et surtout quand on n'a pas une formation mathématique et statistique, on peut se faire avoir par quelques pièges. Donc on décortiquera ces pièges, dans la première partie, savoir vers quel port je navigue. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous m'entendez bien? Je regarde le chat. Faites-moi signe si bon, dites-moi, hein, si vous m'entendez. Parfait, merci, Yolande. Si vous m'entendez, souffler dans le micro, ou voilà, s'il y a quoi que ce soit, j'ai un petit signal, une petite cloche quand vous écrivez dans le chat. Merci beaucoup. OK, ben, du coup, on va y aller. Alors, je voulais vous dire quelque chose sur, les indicateurs que vous avez probablement déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des chiffres, sinon, vous ne seriez pas accompagné par Itera. La plupart des incubateurs, accélérateurs, partenaires, business angels vont vous demander des chiffres, vont vous demander des indicateurs. Ils vont notamment vous demander un business plan. Et l'erreur que j'ai faite moi à l'époque, et que je pense pas mal d'entrepreneurs débutants font, c'est d'utiliser le business plan qu'ils ont créé pour les incubateurs, qu'ils ont créé pour obtenir du soutien, afin de piloter leur entreprise. Or, alors je suis peut-être désolé de donner ce conseil dans un webinaire, Itera, mais moi je vous conseille d'avoir 2 business plans. Je vous conseille d'avoir un business plan de com qui contient la promesse que vous faites à vos partenaires, donc il ne contiendra que des courbes, exponentielles comme ça, très positives. Et puis je vous conseille d'avoir un business plan pour vous, qui soit conçu pour pouvoir vous amener les mauvaises nouvelles à temps, pour que vous puissiez réagir. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va passer d'un business plan, d'un tableau de bord avec tout ce que vos partenaires veulent voir, c'est-à-dire une croissance, sans faille, explosive, une rentabilité qui augmente constamment. Et pour vous, là, il va falloir construire un business plan avec tout ce que vous auriez pas envie de voir. Les petits signes que votre dernière décision n'a pas porté ses fruits, que le travail des 2 derniers mois n'a pas forcément été efficace. En fait, si votre table je ne dis pas que c'est ça les nouvelles que ça va vous apporter, hein, je vous souhaite que la plupart du temps, ça vous apporte des bonnes nouvelles, mais votre business plan doit être conçu, votre tableau de bord, vos indicateurs, ils doivent être conçus pour être les premières choses qui vous indiqueront que quelque chose ne va pas. Et là, vous voyez, on est en plein dans le raisonnement scientifique. Vous pourrez aller voir le critère de Popper, hein, sur une expérimentation scientifique. Une bonne expérimentation scientifique, elle doit elle doit être conçue pour prouver que votre hypothèse est fausse. Si par design, l'expérience que vous faites ne peut pas prouver que vous avez tort, c'est qu'elle n'est pas scientifique. Je vais vous donner un sujet qui ne relève pas du critère de Popper. Est-ce que nous sommes prédestinés à faire ce que nous faisons? Est-ce qu'il y a une destinée? Bah ça, c'est pas un sujet scientifique, parce que c'est incapable de prouver l'inverse. C'est impossible de prouver l'inverse. Vous avez fait quelque chose, est-ce que vous l'avez fait par hasard ou est-ce que vous l'avez fait parce que vous étiez destiné pour le faire? Impossible de monter une expérience prouvant l'inverse.
prouvant que la destinée n'existe pas. Donc la destinée n'est pas un sujet scientifique. Ça veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que ça fait pas partie du champ scientifique. Donc pour vos soutiens, vous voulez aussi, vous rattacher dans votre business plan à des entreprises qui ont très bien réussi, voilà, enfin, je vais donner des exemples datés parce que c'était ce qu'il y avait dans mon incubateur, mais quand moi j'étais dans l'incubateur de Sciences Po, tout le monde lançait, le nouveau Deliveroo, tout le monde lançait le nouveau réseau social, le nouveau Facebook. Donc c'était en 2011. Voilà, c'était l'époque. C'est ce qui va attirer les soutiens. Vous, ce que vous voulez, c'est que votre business plan, vos indicateurs, vos benchmarks, vos comparatifs, ils soient au contraire basés, non pas sur l'entreprise qui a le mieux réussi sur les 10 dernières années, mais sur le compétiteur qui fait la chose la plus proche de vous. Et vous voulez savoir si vous faites une meilleure marge, si vous grandissez plus vite, et cetera. Bon, c'est pas forcément évident dans le monde des petites entreprises parce que vous n'avez pas forcément d'infos sur votre compétiteur. Beaucoup ne publient pas leurs comptes. Mais voilà, dans l'idéal, ce que vous voulez, c'est vous comparer à ceux qui font, le le métier le plus proche de vous. Et puis, votre business plan officiel, eh ben, vous le faites une seule fois, il doit être très beau, bien présenté. Là, vous voulez un truc rapide, efficace, qui se met régulièrement à jour pour que vous puissiez corriger le tir. Idéalement toutes les semaines, hein, il faudrait que vous ayez des indicateurs toutes les semaines. Par exemple, dans mon entreprise, la Minecraft, l'étape clé à laquelle qu'on rencontre là, notre défi du moment, c'est l'automatisation. Alors, je ne sais c'est pas l'automatisation, c'est la systématisation de notre processus commercial. Il faut qu'on appelle des clients, il faut qu'on envoie des propositions commerciales, il faut qu'on réponde à des appels d'offres. Et donc, la majorité de nos métriques sont basées sur ça en ce moment et on les revoit toutes les semaines. Est-ce qu'on a fait le bon nombre d'appels? Quel a été le taux de décroché? Quel a été le nombre de personnes qu'on a eu au bout du fil, qu'on a réussi à convertir en un rendez-vous? Des métriques très classiques, hein, en démarchage, en prospection téléphonique, mais c'est celles-là qui sont importantes pour nous en ce moment et on les revoit tous les jours, on les revoit toutes les semaines. Preuve qu'elles sont importantes pour nous et que si elles apportent une mauvaise nouvelle, je peux réagir rapidement. Voilà pourquoi il vous faut 2 business plans. Donc à ce stade, bah, vous pouvez faire un copier-coller et puis recommencer un tableau de bord avec, les indicateurs qu'on va peut-être découvrir, ensemble, pour vous. Première partie donc, savoir vers quel port vous naviguez, hein, parce que vous savez, Sénèque disait: «Il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait pas vers quel port il navigue». Ça sert à rien de mettre des indicateurs en place si vous ne savez pas dans quelle direction vous allez, ou en tout cas vous voulez aller. Et je vous dis ça parce que ça peut sembler évident que la trajectoire d'une nouvelle entreprise, bah, c'est de grandir, de recruter, de grossir. Mais en fait, il y a énormément d'objectifs possibles, pour une entreprise. Alors le premier à avoir popularisé cette idée, je pense, c'est, Tim Ferriss avec sa semaine de 4 heures, qui date maintenant, hein, puisque c'est la fin des années 2000, mais qui était un vrai précurseur. Quand on voit ce qu'il disait sur le télétravail et cetera, c'est vraiment, quelqu'un qui était, en avance sur son temps, sur l'équilibre vie pro, vie perso, enfin, c'est exactement les choses qu'on vit en ce moment et c'est un penseur et écrivain qui a pas mal accompagné ma génération d'entrepreneurs et le premier, il introduit son livre en disant: bah, moi, j'ai pas envie de ressembler à ces autres entrepreneurs qui, arrivent à la cinquantaine, pas hyper en forme, qui ont une très belle voiture, énormément de ressources financières, mais qui sont bouffés par le travail, leurs énormes équipes et leurs responsabilités. Et lui, il voulait monter des boîtes qui, génèrent de l'argent tout seul. Tout ça peut sembler moins original aujourd'hui, mais à l'époque, bah, l'entrepreneuriat, ça restait, faire comme, Zuckerberg, faire comme Google, faire quelque chose d'explosif, et être à la tête d'un empire. Or, vous voyez, hein, vous pouvez avoir plein d'objectifs. Vous pouvez viser, la sécurité financière, la liberté financière, donc dans ce cas-là, ça sera plutôt faire quelque chose d'explosif qui monte vite. J'écoutais le podcast du fondateur de Smartbox hier, qui va donner, 1 000 000 là, qui a donné 1 000 000 qui a donné toute sa fortune en fait, aux œuvres et il disait que lui, quand il a créé Smartbox, il a jamais eu d'attachement émotionnel particulier à ce produit-là. Il l'a fait parce qu'il a vu un levier financier, une façon de créer une grosse boîte qui le rendrait riche rapidement et il le dit comme ça, sans voilà, sans honte. Il faut être, heu, transparent sur l'objectif qu'on se fixe. Est-ce que vous voulez avoir un objectif de temps libre? Auquel cas, vous n'aurez pas du tout les mêmes indicateurs. Si vos indicateurs, c'est, si vous vantez partout du nombre de salariés que vous pouvez avoir, bah, c'est implicitement, vous visez pas le temps libre, hein, parce que les salariés, c'est pas la clé pour le temps libre, au moins dans un premier temps. Si vous visez la richesse, est-ce que vous visez le frisson, hein? Vous pourriez tout à fait vouloir le frisson, quelque chose avec une forte prise de risque. Pensez à un entrepreneur comme Elon Musk, par exemple. Bon, bah, Elon Musk, il est inspirant pour une partie d'entre nous dans sa démarche entrepreneuriale, mais il est très spécial dans ce qu'il recherche, hein, dans le boulot. Si vous lisez sa bio, il y a pas beaucoup de gens
qui ont ce rapport-là au travail et lui, par exemple, il est probablement dopé à l'adrénaline et aux frissons. Donc voilà, je vous laisse une seconde pour réfléchir à, si vous ne l'avez jamais fait, quels sont les 3 principaux objectifs de votre projet? Est-ce que c'est vivre une aventure? Est-ce que c'est devenir être millionnaire avant 30 ans? Moi, je peux vous donner le mien pour Minecraft. Globalement, ce que j'aimerais, c'est avoir une entreprise d'une bonne vingtaine de personnes d'ici 5 ans et avoir de l'influence sur la façon dont les entreprises françaises s'organisent. Donc, soit avoir sorti un livre qui se lit bien, soit intervenir régulièrement auprès de gens qui ont le pouvoir d'organiser les entreprises. Voilà, c'est ça mon objectif, et je me suis donné l'horizon de 5 ans. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais vous voyez, c'est ça que ça me fait rêver et je rajouterai un troisième objectif, avoir du temps pour ma famille et pour, mes loisirs, par ailleurs. Donc vous voyez, c'est ambitieux de concilier tout ça, mais c'est ça mes objectifs et donc je construis mes indicateurs en fonction de ça. Je vous laisse juste 30 secondes pour formaliser un peu ce que vous aimeriez obtenir par votre action entrepreneuriale. Est-ce que c'est avoir un impact social? Est-ce que c'est voilà. Alors je fais d'autant plus ce genre de petites pauses que je parle, rapidement et donc je sais que ça laisse pas le temps de réfléchir à ce que je dis en parallèle. Donc n'hésitez pas lors de ces petites pauses à vraiment faire l'exercice. La deuxième question, vous la voyez affichée à l'écran. Quelle est la prochaine grande étape de votre entreprise? Je vous ai donné la mienne. Là, la grande étape, le grand défi, c'est arrêter, l'effet, que beaucoup d'indépendants ont. Je bosse super dur, je fais pas de commercial, hop, je me retrouve avec, des mois sans clients où je fais que du commercial et puis en plus, ce qui est pas du tout idéal pour le stress ou même pour l'efficacité de l'action commerciale. Donc là, mon but, c'est d'avoir ma prochaine étape à moi, c'est d'avoir un pipeline commercial régulier. Quelle est la prochaine étape de votre entreprise? Ça, je pense que vous l'avez plus facilement en tête. Alors s'il y en a qui trouvent pas, n'hésitez pas, on pourra mettre des exemples dans le chat. OK, et la dernière question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pour mesurer vos progrès vers ces objectifs? Moi, je vous ai parlé moi, c'est très simple, j'ai besoin d'un apport régulier de clients, donc le tableau de bord qu'il me faut et qu'on met en place en ce moment, alors on a commencé sous Salesforce, puis on va passer sous HubSpot. Il me faut un pipeline commercial, quelque chose de très classique que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire un graphique, me montrant, le nombre, d'appels qui sont faits tous les jours, le nombre de rendez-vous obtenus, le nombre de rendez-vous transformés en propositions commerciales et si possible, chiffrer les propositions commerciales en question et que ça aille comme ça, comme un entonnoir vers ce qui est quasiment signé jusqu'à ce qui est signé et ça, c'est, l'indicateur qu'il me faut en ce moment parce que si j'ai une forme qui est stable dans le temps, qui est un peu toujours dans la même forme d'entonnoir, j'ai l'information que j'aurai vraisemblablement des clients dans 6 mois, dans 7 mois, dans 8 mois. Alors que si j'ai une forme bizarre avec, c'est comme une pyramide démographique, hein, une pyramide des âges. Si j'ai des moments où j'ai un gros creux, bah, je peux m'attendre à un moment où je vais avoir un creux d'activité. Donc ça, c'est l'audit initial de ce que vous pouvez avoir. Ça répond à ce que j'ai fixé comme objectif pour cette partie, à savoir vers quel port vous naviguez. Et non, c'est très simple, mais c'est pas l'objectif du webinaire non plus de construire votre vision, hein, ça c'est un autre exercice qui est intéressant. Le but, c'est que vous partiez pas bille en tête en vous disant, «Je choisis des indicateurs de croissance, de viralité et autres», si c'est pas du tout ce que vous voulez pour votre entreprise. Je vous ai parlé d'un deuxième sujet pour cette introduction, qui est très important pour que vous utilisiez bien vos indicateurs, ça va être le sujet des biais cognitifs. Et alors pour l'aborder, je vous propose un petit quiz. Alors je vais vous expliquer dans un instant ce que sont les biais cognitifs, mais avant, je vous propose un petit quiz pour vous situer sur ce sujet-là avec 13 questions au total, donc les 7 premières s'affichent à l'écran. Je vais vous les lire. Je vous demande juste si la c'est très simple, hein, si la phrase vous décrit bien, bah, vous notez sur votre, feuille ou votre ordinateur, que vous avez une lire, par exemple. Donc là, si la 1re phrase, c'est: «Est-ce que vous vous exprimez avec facilité? Est-ce que vous êtes un bon argumentateur? Est-ce que les mots vous viennent aisément? Est-ce que vous avez un profil, voilà, éloquent?» Si c'est le cas, vous pouvez compter une lire. La deuxième question: quand vous perdez à un jeu de société, alors la question n'est pas: «Est-ce que ça vous énerve?»
parce que ça pourrait juste vouloir dire que vous vous impliquez émotionnellement dans ce que vous faites, dans les jeux et cetera, mais surtout, est-ce que vous en voulez aux autres joueurs? Est-ce que ça est-ce que l'émotion qui vous vient spontanément, c'est: «Les salauds, ils se sont ligués contre moi, ils ont triché» et cetera? Ça, c'est un point important. Si la réponse est plutôt oui, alors vous mettez le symbole D et lire, vous comptez les 2. Lorsque vous faites un achat important, alors important dépend de votre budget, je ne sais pas à quel stade vous en êtes financièrement, une voiture, un iPhone, une maison, est-ce que vous fonctionnez un peu aux tripes? Vous avez tendance à choisir avec votre cœur? L'inverse serait quelqu'un qui va aller chercher, toutes les données, les cartes au mètre carré de la région et puis, identifier le petit lopin de terre, qui est en croissance parce qu'il y a un métro qui est pas trop loin et puis même si la maison est pas hyper jolie, il sait qu'il va pouvoir la revendre à temps, voilà. Si vous êtes plutôt le profil à choisir avec vos tripes, vous comptez les dés et une lyre. Si vous changez souvent d'avis suite à un débat avec des personnes informées, alors vous pouvez ajouter le symbole pièce d'échec. Alors ça, c'est un bon test, hein, je connais des gens qui changent absolument jamais d'avis sur rien. Donc, est-ce que vous arrivez à vous rappeler de fois récentes où quelqu'un qui a une bonne argumentation sur un sujet qui était important pour vous a réussi à vous faire changer d'avis? Des fois, vous avez pu dire: «Ah, vous avez raison, je me suis trompé» et cetera. Si ça vous vient difficilement, je vous laisse un peu le temps. Si ça vous vient difficilement, vous ne pouvez pas compter la pièce d'échec. Vous avez lancé votre entreprise pour prouver que votre idée était possible et qu'ils avaient tous tort de ne pas croire dans votre produit. Vous comptez une lyre si c'est le cas. Vous avez lancé votre entreprise pour avoir un impact maximum. Vous avez une approche optimisée pour atteindre votre objectif. Si c'est, votre compte bancaire, avoir, le compte bancaire le mieux rempli possible d'ici 5 ans ou 10 ans, bah, vous êtes toutes vos actions sont dans cette direction-là. Si c'est, heu, moi je sais pas, avoir un impact maximal sur vos employés ou sur la société, l'environnement, la cause que vous défendez, j'en sais rien et que toutes vos actions sont pensées pour un impact maximal, vous pouvez compter une pièce d'échec. Alors, petite question bonus, si vous avez de l'argent en bourse et que, vous boursicotez, c'est-à-dire c'est pas seulement vous avez mis de l'argent en bourse et vous le laissez en bourse, mais vous faites, des petits achats, vous êtes à l'affût, d'actions qui montent, qui descendent et que si vous êtes honnête avec vous-même, une bonne partie de ce que vous y faites, c'est du plaisir et c'est pour avoir un peu d'adrénaline, alors vous pouvez rajouter le symbole des dés. Je pense que vous commencez à voir où je veux en venir. Alors les dernières questions, quand vous perdez à un jeu de hasard, vous avez envie de rejouer pour vous refaire. Vous avez tendance à rejouer en disant: «Je vais allez, allez, cette fois-ci c'est la bonne». Question 9, c'est très difficile de vous vexer. Votre ego, est suffisamment restreint pour que la plupart des critiques soient traitées de manière rationnelle. Si c'est pas le cas, bah, vous comptez pas la pièce. Dans les jeux et au sport, vous cherchez à tout optimiser. Quelle que soit l'activité à laquelle vous vous livrez, vous allez aller chercher les données, les meilleures pratiques, les benchmarks, la combinaison gagnante. J'ai des amis comme ça, que quoi qu'on fasse, il faut absolument que ce soit optimisé. Ça, c'est un état d'esprit particulier. Je vote pour le représentant politique qui m'a convaincu lors des débats. Donc vous, votre façon de choisir votre représentant politique dans des élections lors des élections, c'est d'écouter les débats et celui, qui vous laisse la meilleure impression, bah, vous le choisissez. Donc là, vous comptez une lyre. Vous décidez pour votre vote après avoir lu le bilan et le programme des différents candidats, hein, toujours dans le monde politique. Est-ce que pour vous décider, vous lisez le bilan et le programme des candidats et vous en tenez à ça, comptez une pièce d'échec. Et puis sur ce sujet politique, dernière possibilité, vous votez toujours pour le même bord, ce qui compte, ce sont les valeurs. Là, comptez plutôt les dés. Alors, je vous laisse faire la somme des symboles lire, pièces d'échecs et dés que vous pouvez avoir. Il se pourrait que vous ayez quelque chose d'équilibré, ça arrivait dans les précédents webinaires. Si vous avez un qui se distingue un petit peu, je vous propose de le poster dans le chat. Aucun n'est mauvais, hein, je vais juste vous dire à quoi ça peut correspondre derrière. Donc, je suis curieux d'avoir vos résultats quand vous aurez fait la somme.
OK, donc Pascal, un peu stratège, on va en parler tout de suite et a une petite tendance à la lire, un peu lyrique. Je vous affiche pas tout de suite les résultats pour pas influencer. Bon, après, si vous commencez à fausser les scores du quiz pour avoir la réponse qui vous plaît, c'est mal barré pour les KPI. Donc je vais quand même vous afficher les résultats. OK, donc plutôt des profils stratèges. OK. Alors, je vous dis ce que j'ai en tête. Les différentes positions possibles dans ce qui vous attire sur l'entrepreneuriat, ça peut être la belle histoire. Dans ce cas-là, vous êtes plutôt le barde. Vous voulez pouvoir raconter une belle histoire, vous voulez prouver que votre idée peut changer le monde et que c'est cette idée-là qui peut changer le monde. Donc vous êtes attaché à l'idée et à la façon de réussir. Ce qui peut être une force dans certains cas, on va débriefer ça tout de suite. Ça peut être une force dans certains cas, ça peut vous rendre persévérant, ça peut vous rendre original, mais on va voir que ça a certaines conséquences pour la façon dont vous allez traiter les données et vous adapter aux nouvelles que le monde vous donne. Parce que si, la belle histoire que vous avez envie de raconter, elle colle pas à la réalité, vous allez être tenté de ne pas suivre la réalité et la réalité, dans beaucoup d'entreprises, elle va se manifester par les fameux KPI, les indicateurs, de performance dont on va parler tout à l'heure. Vous aimez avoir raison, vous gagnez souvent les débats. Un autre point avec ça, et qui va être important pour la suite, c'est une étude que j'avais lue il y a 3 ans dans la Harvard Business Review, qui montrait que plus les personnes étaient éloquentes, donc les gens qui ont une grande maîtrise du langage, ce qui est une forme d'intelligence, enfin c'est une des facettes du QI, hein, heu, plus elles se font avoir facilement sur une grande quantité de il y a une grande quantité de biais cognitifs où elles s auxquels elles sont plus susceptibles. Plus susceptibles. Et l'explication qu'ont donné les chercheurs, c'est que si vous vous exprimez clairement, que les mots vous viennent facilement, eh bien, vous allez toujours trouver une justification à ce que vous avez envie de croire et vous allez le faire efficacement. Vous allez convaincre les autres que vous avez raison même quand vous avez tort et surtout vous allez réussir à vous convaincre vous, parce que si vous vous expliquez bien même les résultats inattendus, même ceux que vous attendiez pas et que vous ne vouliez pas voir, bah, vous allez réussir à vous convaincre du contraire. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant dans le profil. Faites attention si vous êtes très bon avec les mots, ça peut jouer contre vous dans l'exploitation des données. Le parieur, alors là, dans ce qui vous attire vis-à-vis de l'entrepreneuriat, il y a une bonne chance qu'il y ait une part que ce soit la recherche de l'excitation, de l'adrénaline. Vous avez un goût certain pour le risque, vous aimez être surpris. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, la majorité des entrepreneurs à succès ne sont pas d'énormes casse-cou, hein. Et souvent d'ailleurs, ils ont une approche je cite Adam Grant dans son livre Originals, sur ce sujet. Ils ont une approche de diversification par rapport à leur vie. Souvent, si leur entreprise est très risquée, par exemple, typiquement une vraie start-up, hein, le modèle start-up réel, c'est des boîtes qui testent un produit, nouveau mais explosif. Donc c'est un des modèles les plus risqués. Moi, c'est pas vraiment ce que je fais. Et ben, l'approche start-up, souvent, ça va avec une vie perso bien réglée, avec par ailleurs, des investissements financiers sur s'il reste de l'épargne ou autre à l'entrepreneur. Souvent, ils sont très prudents avec ça. Donc par ailleurs, ça ne veut pas forcément dire, entrepreneur. Le risque de l'approche par ailleurs, on en parlera dans un instant sur la question de l'exploitation des données, c'est le côté on verra bien, il faut y croire, si ça n'a pas marché cette fois-là, ça marchera la fois d'après, hein. Vous savez, c'est ces gens qui croient que parce qu'ils ont fait, des mauvais résultats au dé 3 fois de suite, la quatrième fois, ils ont plus de chances de faire un bon résultat. Bah, il y a ce côté un peu, panache, romantique, c'est d'autant plus beau que c'est peu probable. Et c'est pas une approche parfaitement rationnelle de la donnée. Là encore, hein, ça peut on est tous un peu fous d'avoir fait de l'entrepreneuriat, hein, si on regarde les stats, donc on est tous un peu parieurs quand même. Mais si vous l'êtes trop, dans l'exploitation des données, ça va pas être idéal. Et puis après, bah, si vous êtes stratège, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous avez une approche hyper rationnelle des sujets. Votre ego a une part minimale, si vous l'êtes vraiment, hein, votre ego a une part minimale dans votre interprétation des signes du marché, dans votre interprétation des données et vous essayez de trouver ce qui va marcher. Vous vous définissez comme celui qui va trouver ce qui marche, ce qui est optimal. Et là, c'est peut-être le meilleur profil, en tout cas pour l'exploitation des données. Je vais quand même vous donner un avertissement pour ceux qui sont majoritaires ici, qui se pensent stratèges. Alors, dans le rapport au KPI, faites attention, je vous ai dit sur la partie BARD, le risque, c'est qu'une belle histoire bien racontée et cohérente, elle est convaincante, mais elle peut tout à fait être fausse, hein. Le critère d'une vérité, c'est pas, de pouvoir être décrit avec éloquence ou d'être cohérent même intellectuellement. Le critère de la vérité, c'est de fonctionner
dans le monde réel, donc d'être soutenu par les indicateurs, par exemple. Si, vous aviez pas mal de lire et que vous vous retrouvez un peu dans ce profil-là, je vous recommande alors, si vous voulez l'approche scientifique originelle du sujet, c'est Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie pour ses recherches sur les biais cognitifs dont je vais vous parler dans un instant. Et puis je peux vous recommander aussi un livre, je vais faire un fast forward vers la bibliographie finale. Je vous recommande ce livre-là. Vous allez commettre une terrible erreur, qui sera peut-être plus orienté management que ne l'est le livre de Kahneman, d'Olivier Sibony. Olivier Sibony, c'est un peu c'est l'expert français, de la prise de décision en entreprise. Il a bossé avec Kahneman, sur plusieurs, papiers et même sur un livre récemment et il vulgarise ça très bien. Donc moi, j'aime bien le suivre, il est vraiment intéressant. Alors c'est une approche scientifique du management, il y a pas beaucoup de gens qui font ça, au sens où, bah, il donne pas son opinion, hein, des sujets, il se base sur des études en psychologie ou en sociologie des organisations. Donc ça, c'est si vous aviez pas mal de lire. Après, si vous avez l'approche parieur, il y a un livre et même si vous l'avez pas d'ailleurs, il y a un livre que je vous recommande, vivement, ça se lit assez vite et qui s'appelle «How I Lost $1 000 000». Alors je crois qu'il n'a pas de traduction, donc si vous êtes pas à l'aise avec l'anglais, ben, c'est foutu. Après, je peux vous le résumer rapidement. Jim Paul, c'est un trader des années 70, qui n'a connu jusqu'à sa trentaine d'années que des succès. Ce qui est positif, hein, succès populaire à l'école, des bons résultats dans ses études de maths puis de finance, il devient trader sur ses premiers investissements, il gagne plein d'argent. Comme il est éloquent et qui je crois qu'il est plutôt beau gosse et bah, du coup, il est élu, par ses pairs pour diriger la bourse de Chicago et là, il commence à faire un pari dont poussé par son orgueil, il parle à tout le monde. Il fait un pari sur la montée des prix du soja. Et donc il pousse ses proches à investir dedans, il pousse sa secrétaire à investir dedans. Comme il a du prestige, qu'il a toujours réussi, bah, tout le monde le suit et ça se passe pas comme il espérait, c'est-à-dire que le prix du soja commence à baisser au moment où lui s'attendait à ce qu'il monte. Sauf que, faute d'avoir explicité sa stratégie et d'avoir dit: «Je m'attends à ça», c'est-à-dire à une baisse des productions de soja et donc à une augmentation du cours et autres, n'ayant pas explicité sa stratégie et ses conditions de sortie avant de rentrer dans l'investissement, et ben, il a commencé à se justifier au fur et à mesure, à dire: «Bah, là, c'est bas, mais ça va remonter parce que nouvel événement que j'attends, il se passera ça dans 3 mois». Ça se passe pas et en fait, il s'est enfoncé petit à petit dans l'erreur jusqu'à être parfaitement ruiné et que ses supérieurs le débranchent. Alors, en plus, il a ruiné tout le monde autour de lui. Vous imaginez la pression qu'on ressent dans ce cas-là. Son supérieur l'a débranché parce qu'il était en train de cramer tout l'argent du fonds d'investissement, qu'il pilotait. Et donc et après il analyse les raisons de son échec et il le fait avec brio, avec pas mal d'études, psycho. Donc voilà, c'est un bon livre, et ce que j'en retire moi, que je trouve très intéressant et que j'essaie de vous appliquer dans ce webinaire, c'est il faut absolument préciser en amont la condition de victoire qu'on vise. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? C'est ce qu'on a essayé de faire tout à l'heure et il faut, à partir de cette condition, remonter jusqu'aux expériences, puis aux signes précurseurs qu'on pourrait être sur le mauvais chemin. Ça a l'air évident dit comme ça, mais c'est pas du tout ce qu'on fait dans la vie. Dans la vie, il y a ce qu'on veut voir arriver, qui est pas toujours très clair, qu'on s'avoue pas complètement, qu'on n'a jamais vraiment mis par écrit. Alors on dit: «Oui, je veux l'impact social», alors qu'en fait, on fait tout pour gagner plein d'argent, par exemple. Donc il y a ce but qu'on ne sait pas complètement expliciter et ensuite, comme on n'aime pas avoir tort, au fur et à mesure qu'on avance, on va sélectionner les infos qui nous arrangent et qui nous évitent de nous remettre en question. Voilà pourquoi je trouve que c'est un bon livre qui complète bien ces recherches, enfin, ces différents sujets sur les biais cognitifs. Et puis, si vous êtes du profil stratège, donc pour ceux qui ont participé dans le chat, c'était plutôt votre cas, hein, je regarde pour les autres. Ouais, c'est la majorité des personnes là. Si vous aviez plutôt un profil stratège, je vous disais, vous avez le meilleur profil pour l'analyse des KPI, puisque ce que vous cherchez et la façon dont vous vous définissez d'un point de vue égo, c'est la personne qui cherche la meilleure solution. Donc vous avez une approche scientifique finalement de l'optimisation. Faites juste attention à ce que quand parfois les gens ont des intuitions, alors je vais vous parler d'intuition juste après, sur les chiffres, sur ce qui est en train de se passer pour votre entreprise. Vous ne devez pas prendre leur intuition argent comptant, hein, ça va être un des grands messages de ce webinaire. L'intuition ne vaut que si elle est soutenue par des indicateurs. Par contre, vous pouvez laisser le temps aux gens qui ont une intuition d'aller chercher les données et je vais vous parler du cas Challenger, hein, une navette, qui s'est, crashée avec plusieurs astronautes américains à son bord, parce qu'on n'a pas écouté l'intuition et qu'on n'a pas laissé le temps à la personne qui avait l'intuition de la développer et d'aller chercher les données. Alors, ce qui peut vous intéresser sur un profil stratège, c'est Antifragile de Nassim Taleb. Si vous l'avez pas déjà lu, hein, c'est pareil, c'est un livre,
C'est dans mon top 3 pour les entrepreneurs. Alors, ça vous aidera pas tel quel, c'est plutôt de la philo. Nassim Taleb, c'est encore un trader qui est devenu, philosophe, qui avait parié sur la crise des subprimes et qui du coup est devenu très riche après. Et en fait, il a toute une pensée qui est assez complémentaire des formations scientifiques. Si vous êtes hyper cartésien dans l'âme, que vous pensez que l'homme sait prévoir ce qui va se passer, que, il faut tout optimiser, qu'il faut que tout soit très efficace, ça peut être un bon ça peut contrebalancer votre tendance naturelle. Son argument, c'est que il faut pas faire trop confiance à la raison. La plupart des événements complexes, on n'arrive pas à les anticiper, éventuellement par exemple la crise subprime. C'est le penseur qui a popularisé l'idée de signe noir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un signe noir, une crise économique, on dit parfois c'est un signe noir, bah, c'est de Nassim Taleb. Et donc son argument, c'est qu'il ne faut pas faire des systèmes qui soient trop efficaces, parce que les systèmes trop efficaces, eh ben, ils sont entièrement basés sur un seul pronostic, et si le pronostic est faux, tout s'écroule. Voilà pour ce petit quiz, je ne sais pas si vous êtes reconnu dans les profils, dites-moi. OK. OK, très bien. Alors, un mot sur les biais cognitifs. Sujet passionnant, peut-être le truc le plus solide en psycho appliqué à l'entreprise. Les biais cognitifs, donc un sujet qui avait eu le prix Nobel d'économie à son principal popularisateur, hein, Daniel Kahneman, c'est les mécanismes sous-jacents de notre intuition. Ce que dit Kahneman, c'est pour simplifier, hein, c'est pédagogique, c'est pas vraiment comme ça que fonctionne le cerveau, mais qu'en gros, on a 2 modes de pensée. On a un mode de pensée analytique, où on va s'attacher aux faits, on va être critique, on va douter de nous-mêmes, on va douter de nos intuitions, on va chercher des preuves, on va chercher de l'info, on va chercher des comparatifs, on va chercher des critiques, bref. Ce mode-là, il est lent, il est pénible et il nous consomme beaucoup d'énergie. Donc, si on était dans ce mode-là, on resterait bloqué devant notre bol de céréales le matin, à se demander si aujourd'hui, est-ce qu'on va prendre des chocs à pic? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Et puis, à vu les nutriments qu'il y a dedans, peut-être qu'aujourd'hui, ce dont j'ai envie, c'est autre chose. Et voilà, on n'ira jamais plus loin que ça. Notre journée elle serait finie à 10 heures, on serait claqué à 10 heures. Donc, on est équipé d'un autre mode, qui est probablement le mode le plus ancien, hein, le mode historique de notre système nerveux, un mode autopilote, il appelle ça le système 1, le mode intuitif, qui lui nous permet de prendre la majorité des décisions de notre journée de manière fluide. Donc ce mode-là, il est caractérisé par l'intuition, consciente ou inconsciente, hein, on prend plein de décisions inconscientes comme ça, par une faible consommation d'énergie. Quand on est fatigué, quand on est en train de faire plusieurs choses à la fois, par exemple, on est en train de faire ses mails en même temps qu'une réunion, on a tendance à répondre aux questions qui vont nous être posées dans la réunion de manière autopilote, de manière intuitive. Donc il est hyper efficace, il est rapide, il est agréable. C'est ce mode-là qui est privilégié quand on est un peu saoul, par exemple. C'est ce mode-là qui est privilégié quand on se sent expert d'un sujet et donc à l'aise, et donc dans notre zone de confort. Le problème de ce mode-là, c'est qu'il ne répond jamais exactement à la question qui a été posée. Il va prendre des raccourcis, des chemins de traverse pour répondre à la question. Ces chemins de traverse, pour la plupart, pour une partie, ils sont innés, hein, je vais vous donner des exemples, et pour une autre partie, bah, ils sont acquis par l'expérience. Mais dans tous les cas, c'est des raccourcis. Et comme tout raccourci, bah, de temps en temps, ça nous perd. C'est-à-dire que quand on répond pas exactement, quand on ne fait pas exactement le travail posé par la question, eh bien, on peut se retrouver à côté en termes de réponse. Je vais vous donner des exemples dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Un exemple connu en économie, c'est le raisonnement en coût perdu. Pourquoi changer maintenant? Pourquoi abandonner maintenant alors qu'on a déjà gâché tant d'argent? Ça, c'est un biais cognitif qui est intéressant dans l'exploitation des données. C'est exactement ce qu'on veut contrer avec votre tableau de bord de tout à l'heure, avec vos indicateurs. C'est la tendance inconsciente qu'on a tous, probablement innée, à rester sur un chemin d'action qu'une personne extérieure trouverait mauvaise parce qu'on a déjà investi beaucoup. Alors, je ne sais pas si ça vous évoque des choses de votre vie. Je vais vous donner des exemples. Vous êtes allé au cinéma, vous avez fait garder les enfants, le ticket vous coûte 14 €, lunettes 3D, tout ça. Le film est pourri au bout de 10 minutes et vous allez rester jusqu'à la fin du film parce que vous avez déjà dépensé tant d'argent, fait tant d'efforts et donc en fait, vous allez juste perdre 1 heure et quart de plus, 1 heure et demie de plus parce que vous avez déjà dépensé tellement. Vous avez passé tout votre samedi après-midi à faire un plat, il se trouve qu'à la fin, il est vraiment pas bon. Vous allez le manger quand même parce que vous avez passé tout le samedi après-midi à faire un plat.
Donc ça, c'est les exemples gentillets. Après, il y a des exemples un peu plus tristes. Je sais pas, vous êtes marié, depuis 20 ans avec une personne, ça se passe pas bien, mais ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, vous n'avez pas jeté 20 ans de mariage par la fenêtre et cetera, j'en sais rien. Et puis dans le monde financier, bah, il y a l'exemple de Jim Paul dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai déjà investi tellement d'argent dans ce projet, dans cette action, dans cette ligne de conduite, c'est pas maintenant que je vais changer. Donc c'est un biais qui est très présent en management, en gestion de projet, hein, pareil, la bonne gestion de projet prévient ça, notamment par des indicateurs. Mais un classique en entreprise, c'est des projets qui devraient être morts il y a 2 ans et qui continuent de recevoir des fonds, du soutien et du temps, parce qu'ils ont déjà coûté très cher. Donc je ne sais pas si ça vous évoque des choses que vous avez pu voir autour de vous, mais vous voyez, ça c'est un biais cognitif. Au sens où, en général, c'est pas absurde de considérer que quand on a commencé quelque chose, on le finit, jusqu'à avoir une forme de réussite. Mais il y a des cas assez graves où il faudrait faire l'inverse. Voilà, je me doute. Alors je sais pas si l'expérience en grandes entreprises, souvent, ça se voit pas mal. Mais, alors pour contrer ce biais-là, il y a des indicateurs dont je vais vous parler. Donc typiquement, le fait d'avoir des indicateurs qui ont été pensés dès le début pour vous dire: éjecte-toi, c'est pas la bonne trajectoire, on va se crasher». Bah, ça devrait vous aider à sortir avant que le coup soit trop fort et que ça devienne impossible de dire, «J'ai perdu». OK? Et après il y a des méthodes de gestion de projet pour éviter ça, comme de changer régulièrement les pilotes d'un projet qui va pas bien. Et bah, ça peut le fait d'avoir un nouveau pilote qui lui n'a rien à prouver puisque c'était pas son projet à la base, ça peut être pas mal parce qu'il aura plus de facilité à dire: «Vu de l'extérieur, c'est nul, on arrête». Voilà pour le raisonnement en coup perdu. Un autre biais auquel il va vous falloir être vigilant dans tous les domaines de la vie, mais en particulier dans la gestion des indicateurs, c'est le biais de confirmation. Je vous laisse lire la petite BD avec ce petit bonhomme qui dit: «Bon voilà, j'ai entendu la rhétorique des 2 côtés, leurs arguments. Maintenant il est temps que je fasse ma propre recherche et que je découvre la vraie vérité». Il cherche sur Google et il clique sur le premier lien qui est d'accord avec ce que je crois déjà. Et là il fait jackpot. Voilà, donc ça, j'ai énormément de mal, moi, à pas faire ça, à pas faire exactement ce que fait ce petit bonhomme quand j'ai un débat politique avec mes amis, par exemple. Ils me disent un truc, ce que je devrais faire, c'est aller chercher ce qui soutient le fait qu'ils aient raison et que moi je me plante. Parce que c'est ça qui ferait au moins je devrais commencer par ça, parce que ça ferait évoluer mon opinion. Évidemment, qu'est-ce que je fais? Je tape gna 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 gna, exactement ce que je crois déjà et je vais cliquer là-dessus. Donc ça nous arrive dans la vie, c'est ce qui fait quand vous regardez un débat politique avec, un ami du bord, opposé, et ben, les 2 ont l'impression que leur candidat a gagné, parce qu'en fait, ils sélectionnent des moments différents dans ce qu'ils ont pu voir. Et en matière de gestion d'entreprise, bah, le problème, c'est que si vous avez, par exemple, beaucoup d'indicateurs, un des conseils que je vais vous donner, c'est de ne pas avoir trop d'indicateurs. Si vous avez plus de 5, 6, 7 indicateurs, en fait, vous avez toujours un truc qui est au vert. Et donc la tentation, ça va être, vous avez toutes ces choses à faire, vous êtes stressé, vous avez besoin de bonnes nouvelles, il y a l'indicateur qui arrive, vous avez 12 indicateurs, il y en a 10 qui sont en rouge, 2 qui sont en vert, vous allez vous dire: «Bon ça va, j'ai raison de faire ça, hein. La dernière version a été bien parce que vous avez vu, on a 2 trucs qui se sont améliorés». Ça, c'est le biais de confirmation. Les scientifiques, ils sont susceptibles aussi. Le risque pour un scientifique, c'est de vouloir que son hypothèse soit vraie et donc d'aller chercher des données sans le savoir, hein. Si vous le faites sciemment, c'est plus un biais cognitif, c'est de la mauvaise foi, mais sans le savoir, d'aller prendre les données qui l'arrangent. C'est pour ça qu'il va vous falloir un nombre limité d'indicateurs et des indicateurs qui soient conçus pour être difficilement interprétables, au sens qu'ils ne doivent pas prêter à plusieurs interprétations possibles. Si possible, ils doivent être blanc ou noir. Une des façons de vous aider à faire ça, c'est encore une fois d'avoir déterminé en avance, en dessous de telle performance, on a un problème. Parce que si vous le faites en marchant, vous allez définir vos seuils, vous allez définir vos seuils d'alerte pour que ça soit jamais catastrophique pour vous. Alors, avant-dernier biais, le biais rétrospectif. Alors celui-là, il est magique chez mes clients, grandes entreprises. Le biais rétrospectif, c'est la tendance à considérer une fois que les choses se sont produites, qu'on l'avait vu venir, que c'était évident et que ça allait forcément se passer comme ça. C'est le «je te l'avais bien dit», «je le savais», «j'y ai pensé». Voilà, ça c'est le biais rétrospectif. Alors ça touche, ça peut avoir des conséquences assez graves, hein. Par exemple, les économistes, quand on mesure l'efficacité des prédictions des économistes, vous pouvez regarder les recherches d'un certain Philippe Tetlock, je vous montrerai un de ses papiers dans la Harvard Business Review. En fait, Philippe Tetlock, il a démontré que les économistes, si vous prenez 2000 prédictions d'économistes, géopoliticiens et autres, spécialistes des sciences sociales,
Il en a pris 2000, il a mesuré ce qui s'est passé vraiment 6 mois après et il a comparé au hasard pur et en fait, ils font moins bien que le hasard. Je sais pas si moi, ça a été une grosse découverte, j'ai mis du temps à la digérer, d'autant que je viens des sciences sociales. C'est-à-dire qu'une des professions les mieux rémunérées du monde, ce que je vous dis est valable aussi pour les gérants de fonds d'investissement, une des professions les mieux rémunérées du monde, les plus prestigieuses, les plus influentes sur le plan politique, hein, économistes, leurs prédictions sont pires que si on jetait une fléchette sur les scénarios possibles. Et une des raisons pour lesquelles ils s'en tirent, c'est le biais rétrospectif. Parce qu'une fois que les crises se sont produites, par exemple, les crises économiques, ils savent très bien expliquer comment elles se sont produites. En fait, c'est plutôt des historiens, mais ils pensent faire de la prospective, mais en fait, c'est des bons historiens. Et comme ils l'expliquent très bien, et ben, ils se convainquent eux-mêmes qu'ils l'ont vu venir, et ils convainquent les autres qu'ils l'ont vu venir, et donc on continue de leur donner les commandes, alors qu'en fait, ils savent pas prédire le truc d'après. Le marché de l'électricité européen, par exemple, est un bon exemple. Donc ça, c'est le biais rétrospectif. Comment ça peut impacter le management? Bah, ça va impacter le management parce que si vous, encore une fois, si vous ne définissez pas en amont ce que vous vous attendez à voir et comment vous allez l'observer, quand les nouvelles vont vous arriver, elles ne vont jamais trop vous surprendre alors elles devraient vous surprendre et elles devraient vous faire changer de direction. Quand les nouvelles vont vous arriver, vous avez l'impression que vous l'auriez vu venir. Je vais faire une accélération, je vais faire un fast forward sur un conseil que je vous donne à la fin sur comment vous pouvez organiser votre entreprise quand vous allez commencer à être plusieurs, avoir des salariés ou autres, je ne sais pas où vous en êtes de ce point de vue-là. Je vais vous parler ça va illustrer ce que je viens de dire. Je vais vous parler du test de la boule de cristal. J'ai découvert un truc quand j'étais en cabinet formation conseil, c'est que quand on collectait de la donnée sur, par exemple, ce qui motivait le plus les collaborateurs, leur niveau de stress, leurs suggestions, des sujets comme ça, et qu'on les affichait à l'écran devant les dirigeants disaient: «Ouais, OK, bon, je m'y attendais. Oui, c'est vrai qu'ils sont assez stressés là et peu stressés à tel endroit» ou encore, «C'est vrai que les gens chez nous, ils sont plutôt motivés par, la qualité du collectif de travail, ça je l'avais vu venir» et donc ils en tiraient déjà, ils me valorisaient pas mon travail, puis ils se disaient: «Bah, je savais déjà, merci le consultant qui me donne l'heure sur ma propre montre» et puis ensuite ils me disaient, «Je le savais, donc je change rien à comment je travaille et comment je vois mon entreprise» et donc j'ai commencé à faire différemment. Avant toute restitution d'informations sur les équipes, je demande aux spectateurs de faire un petit pari, c'est-à-dire de prendre concrètement une feuille de papier ou je le fais sur un format digital et je leur dis: «Bah, qu'est-ce que vous attendez à voir? Voilà les possibilités. À votre avis, quel est le facteur qui est remonté en premier par vos équipes?» Et ça, c'est beaucoup plus intéressant et je vous conseille de toujours faire comme ça. Faites systématiquement des paris, par exemple sur la performance commerciale de la semaine dernière. Comment vous l'avez senti la semaine dernière? À votre avis, on a converti quel pourcentage? Vous avez fait moi, je fais des formations. À chaque fin de formation, je fais un pari sur mes scores à l'évaluation. Ce qui, bah, dans le cas comme une formation d'aujourd'hui, j'ai vraiment pas trop d'indicateurs, mais pour une formation où je vois les gens, ça aiguise petit à petit mon sens de est-ce qu'en cours de route, ce que je fais est bien reçu, et cetera. Donc vous voyez, plutôt que de lire et de me dire: «Ah oui, je savais que ça s'était pas très bien passé ou bien passé», je fais le pari avant. Et ça, bah, c'est pour lutter contre le biais rétrospectif qui vous donnera toujours l'impression qu'une fois que vous avez des indicateurs, vous l'aviez vu venir. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le temps de faire un petit pari à chaque fois avant de regarder la synthèse. Voilà pour le biais rétrospectif, donc un biais redoutable, hein, qui a des conséquences fortes en politique et en économie, qui nous conduit à vous voyez, sur les pandémies et sur ce genre de sujet, on est en plein dedans, hein. Quand, on a fait trop de masques, après coup, on dit aux gens, on reproche aux politiques d'avoir fait trop de masques et on leur dit: «Bah, vous avez fait trop de masques, vous êtes copains avec les pharmaceutiques ou quoi? Pourquoi vous avez fait autant de masques, alors que c'était qu'une grippounette?» Et puis quand c'est une grosse grippe, quand c'est, le covid, on dit: «Ah, vous avez pas fait assez de masques, vous auriez pu faire plus de masques quand même». En gros, on les juge avec de l'info qui était pas dispo, avant. Donc voilà, ça c'est le biais rétrospectif. Et puis dernier biais auquel il faut que vous fassiez attention, c'est le biais du chien qui n'a pas aboyé. Alors ça, je vais vous donner un truc qui vous permettra de briller en soirée. Hem, c'est une énigme assez rigolote. Alors vous l'avez peut-être déjà entendu, de plus en plus de clients qui en ont entendu parler. On est pendant la Seconde Guerre mondiale et les Britanniques cherchent à améliorer le blindage de leurs bombardiers pour qu'ils résistent mieux à la flak, à la DCA, allemande. D'accord? Et du coup, ils se lancent dans l'analyse des zones qui sont les plus touchés sur les avions qui leur reviennent du front.
d'accord? Donc, bah, en gros, ils vont avoir un impact, ils vont avoir des impacts, sur la carlingue, sur les ailes, sur le fuselage arrière et cetera et ils demandent quand même à un mathématicien qui s'appelle Abraham Wald de d'estimer où est-ce qu'il fallait mettre le plus de plaques de blindage et l'épaisseur de blindage à mettre et le statisticien réfléchit un petit peu et leur dit: «Bah, vous allez mettre du blindage partout où il n'y a pas eu d'impact. Donc en gros, vous allez blinder l'avant, le petit, l'aileron du haut et les moteurs des bombardiers qui des futurs bombardiers». Ce qui est complètement contre-intuitif. Pourquoi blinder les zones qui n'ont pas eu d'impact? Parce que en fait, les avions, la répartition des impacts, elle est aléatoire, elle a lieu partout et on est biaisé par le fait qu'il y a une info qui manque, il y a des avions qui sont pas là, c'est ceux qui sont pas revenus et donc en fait, son raisonnement, c'est de di qui est correct, c'est de dire: «Bah, les endroits où il y a pas d'impact sur les avions qui reviennent, c'est en fait les endroits qui font que les avions ne reviennent pas». Vous voyez? Et donc ça, je trouve ça assez rigolo, ça fait une belle histoire, une belle énigme. Et pourquoi c'est aussi surprenant? Parce qu'on a un autre biais cognitif qui est valable chez tous les vertébrés, hein, qui est valable, je donnerai un exemple chez les pigeons. On a du mal à remarquer les choses qui ne se sont pas produites. Je vous donne l'exemple avec les pigeons. Les pigeons, on peut les dresser à pousser un petit levier avec leurs pattes à chaque fois qu'une lumière s'allume. Voilà, à chaque fois que la lumière s'allume, ils reçoivent une récompense s'ils touchent le levier, donc ils finissent par apprendre. Par contre, c'est impossible de les dresser à activer le levier quand la lumière ne s'allume plus. C'est-à-dire l'absence de lumière, ils n'arrivent pas à la remarquer, d'accord? Pourquoi ça s'appelle «Le chien qui n'a pas aboyé»? Parce qu'il y a une nouvelle de Sherlock Holmes où Sherlock Holmes comprend que le meurtrier est de la famille parce que le soir du meurtre, le chien qui aboie systématiquement quand les gens rentrent dans la propriété, notamment quand Sherlock Holmes et les policiers rentrent dans la propriété, n'a pas aboyé et donc ce qu'il arrive à remarquer, c'est que le chien n'ayant pas aboyé ce soir-là, c'était quelqu'un de la famille. Ce qui est difficile à remarquer parce que c'est l'absence d'un signal. Donc ça va être difficile, à remarquer pour les indicateurs parce que quelque chose qui disparaît, on a tendance à pas le voir et donc il va falloir le couvrir par un indicateur qui crée une lumière. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Voilà pour les biais cognitifs. Alors ah oui et puis un autre point important avec le chien qui n'a pas aboyé, c'est qu'il va parfois qu'il falloir que vous alliez chercher les données qui manquent et parfois elles sont facilement accessibles et c'est et les infos qu'il vous faudrait et elles sont à 2 questions, à une recherche Google, à une petite recherche sur votre Excel de ce qu'il vous faudrait. D'accord? Il y a un exemple célèbre avec ça, c'est la navette Challenger, aux États-Unis, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'est crashée, avec plusieurs, astronautes à son bord. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont regardé ils avaient un doute sur le fait que les joints résistent aux températures très basses, des lancements et en fait, ils avaient des données qui n'allaient pas vers les températures basses, ils avaient des données que sur les températures hautes et donc ils ont regardé sur les températures hautes et ils ont vu qu'il n'y avait pas de corrélation entre la température et le joint. Donc ils se sont dit: «Bah, ça va aller, il y a pas de corrélation». Il y a un expert qui a dit: «J'ai quand même une intuition», mais on lui a pas laissé le temps de faire la recherche, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, s'ils avaient cherché les quelques données qui étaient accessibles, qui parlaient des, joints à température basse, vous voyez, qui seraient sur la partie gauche là du graphique, ils se seraient rendus compte que, en fait, tous les vols qui ont eu lieu en dessous, vous voyez, ils avaient les données du haut qui montraient pas de corrélation et après ils avaient cherché en dessous, tous les vols qui ont eu lieu en dessous de la température critique et ben ils se sont crashés. Mais ils n'ont pas demandé les données, donc c'est le biais du chien qui a pas aboyé. Attendez, je crois que c'est l'inverse sur le graphique, c'est plutôt l'inverse. C'est la température haute, mais voilà, c'est le même principe. Voilà, donc si vous voulez résumer un peu tout ça, vous pouvez lire un article, alors en anglais, il est gratuit, c'est Super Forecasting: comment augmenter le jugement de votre entreprise, de Ted Locke. Franchement, ça vaut sa lecture, et en gros, ils ont cherché les personnes qui sont capables, de mieux d'anticiper les évolutions économiques de leur secteur et quels sont leurs traits de personnalité et vous allez voir qu'une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils restent attentifs à la donnée. Quand ils ont tort et même quand ils ont raison, ils sont toujours hyper attentifs aux faits. Donc ils ont plutôt le profil stratège dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous ne lisez pas l'anglais, l'article est aussi sur la Harvard Business Review en français, mais il coûte 6,90 €. Ils s'embêtent pas pour un article de journal.
Voilà pour les biais cognitifs. Vous aurez tout ça dans le support, hein, que Annalisa, je crois, vous envoie juste après. Je vous donnerai aussi des petites questions issues du livre de Kahneman qui vous aideront à mieux évaluer vos décisions. Mais je vais arrêter là pour les biais cognitifs. Euh, C'était important de faire ça parce que vous pouvez avoir le meilleur dashboard du monde, le meilleur tableau de bord du monde. Si vous faites avoir par le biais de confirmation, si vous mettez trop d'indicateurs, si vous n'avez pas cherché les données qui vous feraient changer d'avis, hein, pour le biais du chien qui n'a pas aboyé, la question que je trouve géniale chez Kahneman, c'est: «Avons-nous toutes les informations dispo? D'où viennent ces chiffres?» Et surtout, ma préférée de toutes les questions, c'est: «Existe-t-il des informations qui pourraient changer notre opinion?» Ça, c'est une question, c'est la meilleure de toutes pour les prises de décision. Qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis sur votre investissement immobilier? Qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis sur votre prochain, projet informatique? Quel serait l'indicateur qui pourrait vous faire changer d'avis? Si vous ne pouvez pas répondre, il y a un problème. C'est qu'en fait, vous êtes dans le domaine de la foi, hein, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Si vous pouvez répondre, est-ce que vous êtes allé chercher cette donnée? Vous allez voir que moi, 3 fois sur 4, je suis pas allé chercher l'info qui me ferait changer d'avis. Voilà, donc excellente question, pour votre prise de décision. Alors, j'espère que vous accrochez. On va rentrer dans la construction de votre dashboard. Vous m'arrêtez, vous n'hésitez pas à commenter, hein, si soit je vais trop vite, soit vous avez des questions. Le chat est à vous. Partie 2, quel genre d'entreprise êtes-vous? Alors là, pour choisir vos KPI, il va falloir que vous régliez une question. Est-ce que vous êtes vraiment une start-up? Moi, j'ai toujours prétendu créer des startups. Dans les faits, j'ai jamais créé de startup. Pourquoi? Parce que, start-up, ça attire beaucoup plus les, collaborateurs brillants et puis start-up, ça attire beaucoup plus les investisseurs, les incubateurs et cetera. Donc on est tous des startups ici, mais, entre nous, on l'est pas forcément, d'accord? Qu'est-ce que c'est qu'une startup? Une startup, c'est une entreprise qui teste quelque chose de très incertain, un produit suffisamment nouveau pour qu'on puisse pas répondre à la question: «Est-ce qu'on est sûr que ça va plaire?» Il y a des très belles boîtes qui ne sont pas des startups, hein. Heu, alors je vais vous donner un exemple type, mais si vous ouvrez une compagnie aérienne, vous êtes plutôt dans une entreprise optimisatrice. Moi, la première entreprise que j'ai faite, la Lorion dans le nucléaire, on a commencé comme une entreprise optimisatrice. On a dit qu'on était une startup, mais en fait, on a copié le modèle d'un concurrent qu'on savait être très rentable en dépit d'une qualité, navrante de la relation client, de la qualité de la prestation technique et cetera. Donc on s'est dit: «Ben, on va le copier en faisant mieux» et ça, c'était un bon pari parce on a rapidement pris une grosse part de marché. Hem, mais donc ça, c'est une entreprise optimisatrice, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un marché, on sait qu'il y a un client, on sait que ça se vend et tout le défi, c'est de faire mieux que les autres. Donc les compagnies aériennes sont un bon exemple. Jusqu'à récemment, on savait qu'il y avait de la demande, et donc lancer une nouvelle compagnie, on le faisait si on avait des idées pour que ça coûte moins cher, pour faire mieux que les autres, pour être plus rentable. Et là, vous avez besoin de un certain type d'indicateurs, notamment les indicateurs historiques de rentabilité, d'efficacité, de pièces par minute, tous ceux qui nous viennent de l'industrie. En fait, c'est des indicateurs d'entreprise optimisatrice. Startup, c'est, je sais pas moi, vous lancez le Segway et vous savez pas si vous enfin, c'est une nouvelle mobilité, ça peut faire un tabac et ça peut être un énorme four. En l'occurrence, c'est un énorme four. Et donc dans ce cas-là, vous allez prendre des indicateurs très différents parce que ce que vous voulez savoir, c'est pas est-ce que c'est rentable, efficace ou autre. Ce que vous voulez savoir, c'est déjà est-ce que les gens s'y intéressent, est-ce que ceux qui ont goûté en reprennent, est-ce qu'ils le recommandent à leurs amis. Donc voilà, il faut que vous vous situiez sur ce spectre-là. Est-ce que vous êtes plutôt entreprise optimisatrice ou start-up? Je vous laisse réfléchir un tout petit peu à cette question, hein, c'est pas long, c'est juste ça que je voulais vous dire. En, en 30 secondes, une minute, vous vous situeriez plutôt sur quel format? Je connais pas vos entreprises, j'irai voir après la formation avec vos noms. Vous mettriez quoi là dans le chat par curiosité pour savoir aussi comment je dose mes exemples? Après, je vais pas vous mettre en difficulté si vous avez dit partout que vous étiez. Ok. Vous voyez, Yolande, ce que je veux dire par pertinence, c'est vraiment mes indicateurs. À ce stade de ma boîte, je veux voir si ça plaît à des gens. Et on verra après si ça peut être rentable. Il faut pas que ça tarde trop, hein. Il y a que Amazon qui peut se permettre pendant 10 ans de reporter la question de la rentabilité. La plupart des boîtes, et tôt ou tard, il va falloir que vous soyez rentable. Mais sur la première année d'activité, la deuxième année d'activité, si vous lancez un produit très différent, eh ben, ce que vous voulez savoir, c'est est-ce qu'il y a des gens qui s'y intéressent? Est-ce que les gens qui goûtent mon produit en demandent un deuxième morceau, quoi? Alors que si vous êtes sur
un produit qui se vend déjà bien, votre but c'est de faire mieux que les autres. OK, voilà Pascal, moi c'était le même genre, sur, Lorion. C'est, optimisatrice, mais on a innové régulièrement, ce qui fait que mais voilà, on reste dans une approche industrielle traditionnelle où, c'est le but c'est de faire toujours mieux, mais à aucun moment on se lance sur un truc, on ne sait juste pas s'il y a un usage, s'il y a une clientèle. Moi, j'ai écrit un article sur le sujet, qui fait le parallèle avec le Japon de l'ère Meiji, entre les entreprises optimisatrices et le Japon de l'ère Meiji. L'ère Meiji, c'est le moment où le Japon a copié l'Occident et a rattrapé son retard militaire, industriel et économique, scientifique en pas scientifique, économique, en 40 ans, donc de 70 environ à 1910. Hem et en gros, bah, ça montre qu'on peut, à l'échelle d'un pays, hein, parce que c'est une entreprise de pays, mais ça peut être très efficace de copier, les autres sur ce qu'ils font de bien, de le faire à sa sauce et d'y ajouter un petit truc en plus, ça peut être une excellente, stratégie économique. Donc, l'idée c'était de redorer un peu l'approche entreprise optimisatrice. Voilà, donc si vous avez choisi, c'est important pour ce qui vient ensuite, parce que vous n'allez pas choisir le même genre d'indicateur. Ceux d'entre vous qui sont plutôt sur le modèle startup, choisissez des indicateurs, on va le voir, de comportement client, de cohorte, d'adoption. Ceux qui sont des entreprises optimisatrices, vous allez choisir plutôt des indicateurs d'efficacité, d'attrition de la clientèle, de coût par unité, voilà, tous ces indicateurs-là qui vous donnent une info sur est-ce que vous réussissez votre pari d'être plus efficace que les autres. Bon là, on va faire l'exercice, l'atelier le plus important de ces 2 heures. On va essayer de définir votre moteur économique. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là. Elle est de Eric Ries qui a écrit Lean Startup, un bouquin que je vous ai mis à bibliographie qui est peut-être, un des plus efficaces pour ceux d'entre vous qui sont sur le modèle startup et qui veulent pousser leurs indicateurs. L'idée du moteur économique, c'est d'avoir une mécanique dans votre business qui, à effort constant de votre part, ça c'est un point important, à effort constant de votre part, c'est-à-dire avec un input qui est toujours le même de votre part, va faire que le business s'accélère. Alors, encore une fois, accélérer, ça dépend de la définition de succès que vous avez choisi pour votre entreprise. Est-ce que accélérer, c'est avoir de plus en plus d'impact? Est-ce que c'est recruter de plus en plus de gens? Est-ce que c'est de faire le plus en plus de rentabilité nette, de faire le plus gros chiffre d'affaires? Ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais voilà, accélérer dans le sens que vous avez choisi pour vous. Donc, vous avez bien compris, l'idée du moteur, c'est quelque chose qui fait que ça s'accélère à input constant. Par exemple, moi, j'ai pas de pour Minecraft, j'ai pas réellement de moteur économique aujourd'hui parce que toutes mes actions de développement, elles sont proportionnelles à mes efforts. Ça me dérange pas trop parce que dans la logique qu'on avait avec mon associé, on voulait faire une entreprise un peu artisanale, enfin, qui a une approche artisanale de formation, d'où le craft dans Minecraft. Et donc, l'artisan, il n'est pas dans une approche avec moteur économique, dans la plupart des cas. En gros, il bosse 2 fois plus, il fera 2 fois plus d'argent, par exemple, mais il n'y a pas une mécanique qui fait que ça s'emballe. Alors, il y a des artisans qui ont un succès, qui savent gérer leur com, qui ont un succès médiatique tel que la partie commerciale s'emballe, par exemple, et donc ils vont former des gens et là, on rentre dans une approche plutôt, start-up, où, avec un moteur économique en tout cas, pardon, pas start-up, avec un moteur économique, c'est-à-dire avec un système qui s'emballe. Alors, je vais vous donner des exemples de systèmes qui s'emballent tout seuls, de moteurs économiques, et vous allez tout de suite voir ce dont je veux parler. Amazon, par exemple. Amazon, leur moteur économique, c'est un modèle plateforme. Peut-être que certains d'entre vous ont des plateformes, hein, j'ai eu plusieurs participants sur les précédents webinaires qui, étaient sur un modèle plateforme. Donc avec un modèle plateforme, le moteur économique classique, c'est une place de marché. Les places de marché, comment ça fonctionne leur accélération? Si elles arrivent à obtenir plus de marchands qui s'inscrivent sur la plateforme, elles vont avoir plus de produits, d'offres et des prix plus bas par mécanique de concurrence sur leur plateforme. Et ça, bah, quand il y a beaucoup d'offres à des prix bas, bah, ça attire plus d'acheteurs. Et quand on a plus d'acheteurs, bah, on a plus de raisons pour faire venir des vendeurs. Et vous voyez qu'il y a un mécanisme qui provoque l'emballement. Ça, c'est un moteur économique qui est vieux comme qui date du néolithique, quoi, hein, qui est vieux comme les places de marché. C'est peut-être même d'ailleurs le moteur économique derrière l'urbanisation. Ce qui fait que les civilisations depuis longtemps, ont accepté le coût des grandes villes, parce que ça a un coût de vivre en ville, hein, vous le savez, je le sais, enfin peut-être que vous vivez pas dans une grande ville, moi je vis près d'une grande ville, bah, ça a un coût. Les gens sont moins sympas, les maladies se propagent mieux et cetera. Et encore, on fait des villes plus sympas aujourd'hui qu'il y a 1000 ans. Pourquoi les gens acceptaient quand même de vivre en ville? Parce que la ville, elle a ce moteur économique-là, elle attire des marchands, il y aura plus d'offres, plus de produits, des prix plus bas, ce qui va attirer des acheteurs, ce qui va attirer des marchands. Donc voilà, là c'est la version digitale de ça, mais ça existe depuis toujours.
Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont alors Amazon Web Services, oui Pascal pour la rentabilité. Disons que là, si je m'intéresse à la partie, plateforme, de produits, quel serait le moteur économique d'Amazon Web Services? Il y a des effets d'échelle sur Web Services, donc ça pourrait être, on a une infrastructure informatique qui est efficace et peu chère parce qu'elle est déjà amortie. Dites-moi, hein, si vous connaissez bien le modèle, web service, mais ils ont une infrastructure informatique qui est déjà efficace et peu chère parce qu'elle était au service de la partie, e-commerce d'Amazon, qu'ils ont ouvert au grand public. L'ouvrant au grand public, ils se permettent d'avoir des serveurs et du cloud encore plus grande échelle, donc encore moins cher. Et donc en fait, eux, ils ont un effet d'échelle classique, hein, de l'industrie. C'est-à-dire des grosses usines qui permettent des prix bas, qui permettent de vendre beaucoup, qui permettent des grosses usines. Dispo surtout en grande quantité. OK. OK, le but, c'est de comprendre ce qui fait que sans effort supplémentaire de la part d'Amazon ou de ses actionnaires, bah, ça puisse s'accélérer, se concentrer. Souvent, hein, c'est pas pour rien que derrière les boîtes qui lèvent de l'argent et qui lèvent beaucoup d'argent ou qui ont des ratios de valorisation très élevés, Amazon est un exemple, souvent il y a un moteur économique fort. C'est ce qui s'est passé derrière les réseaux sociaux aussi, hein. Facebook a son propre moteur, je ne sais plus si je vous l'ai mis en exemple. Est-ce que je vous ai mis Facebook? Non, j'ai pas Facebook, on pourrait le faire ensemble. C'est exactement la même chose, mais vous remplacez, vendeur par, plus de copains, donc plus de gens à aller voir, à se connecter, à draguer sur le réseau. Parce qu'il faut pas oublier que la drague était quand même un des motifs, premiers du départ de Facebook. Donc plus de gens attirés par la possibilité de rencontrer leurs copains, donc plus de copains. Et vous voyez les réseaux sociaux, bah, ils ont une mécanique qui s'emballe comme ça, donc ça veut dire que c'est très dur de rentrer. Parce qu'au début, ça a peu d'intérêt et plus les gens rentrent, plus il y a cet effet de réseau qui fait que ça a de l'intérêt. Donc ça a une mécanique d'emballement et c'est ça que valorisent les marchés sur ce genre de boîte. Et là, on est typiquement sur des modèles de start-up. Je vais vous donner un autre modèle moins évident. Donc là, je tire ça d'une analyse de Stan Leloup sur le modèle Disney, que vous pouvez, aller voir. J'aime beaucoup Stan Leloup. Si vous faites du marketing web, si vous avez une dimension marketing forte dans votre boulot, là, ces vidéos, c'est un régal de culture générale et puis de marketing, d'économie, de psycho. Ça s'écrit Stan Leloup, comme un loup, mais tout collé, Leloup. Par exemple pour Disney, le modèle Disney+. Donc la question initiale que posait, Stan Leloup dans son analyse, c'est: «Mais pourquoi lancer une énième plateforme alors qu'il y a déjà, Amazon Prime, Netflix, il y a déjà, celle de HBO? Pourquoi lancer une autre plateforme sachant que c'est pas très cher le prix d'entrée qu'ils demandent?» Et donc la réponse, c'est la donnée. En fait, enfin la réponse qu'il propose, c'est la donnée. En fait, la force de Disney+, et ce qui lui rentabilise le plus Disney+, au-delà des frais d'inscription, c'est que ça donne des infos critiques à l'écosystème Disney sur quels sont les films appréciés. Donc avec les données sur les films qui sont appréciés, ça leur permet de sortir des films au cinéma dont le succès est quasi garanti. Et vous voyez, on est en plein dans la pensée indicateur de performance là. C'est juste que c'est appliqué à une très grosse boîte, mais c'est-à-dire qu'ils savent qu'un film, c'est un gros budget et que le facteur clé de succès d'un film, c'est savoir, enfin, le graal pour un producteur de film, c'est de savoir ce que les gens vont aller voir. Et donc, en ayant Disney+, même si ça leur rapporte pas beaucoup, alors je sais pas quelle est la rentabilité de Disney+ aujourd'hui, mais même si ça leur rapportait pas beaucoup, ils ont une donnée critique qui est: qui regarde quoi? Ils vous permettent même de faire des profils, papa, maman, enfant, machin truc. Donc on peut même savoir si c'est les adultes ou plutôt les enfants qui, heu, qui apprécient le truc. Enfin, ça donne quand même quelques indications. Et donc ils peuvent sortir la suite des films qu'ils savent, à succès. Avec ça, avoir plus d'argent, plus de clients, plus de personnes dans leur parc et donc attirer plus de monde sur Disney+ et ainsi de suite. Vous voyez là, c'est ça la mécanique de Disney+. Hem, Ça peut, voilà, on peut sortir du traditionnel modèle de réseau, pour les moteurs économiques. Puis je vais vous en donner un dernier, celui de ma première boîte. Alors autant Minecraft avec le recul là que je commence à avoir sur ma boîte, pour le moment il n'y a pas de moteur d'accélération, parce que c'est moi qui fais le commercial, moi ou on n'est pas beaucoup donc c'est de la force humaine sur le commercial et c'est de la force humaine sur l'animation. Donc on n'a pas de mécanique qui s'accélère toute seule comme ça. Mais sur l'Orion par contre, ma première boîte dans le nucléaire, bah, voilà, comme on faisait un contrôle réglementaire que les gens ont pas envie de faire, si on le fait très bien, c'est-à-dire que si on innove suffisamment, on fait quelque chose de très pratique pour le client, non, on a zéro attrition. On perd aucun client. Pendant des années, on n'a perdu aucun client, heu
et là, on en a, mais c'est vraiment, c'est des fuites, infinitésimales. Donc si on a zéro attrition, bah, on ne peut avoir que de plus en plus de clients à effort constant. Ayant de plus en plus de clients à effort constant, on peut augmenter notre effort commercial et avoir un produit qui les verrouille toujours plus par sa qualité, par ses effets de fidélisation. Et donc là, on a une vraie mécanique euh, d'emballement sur l'Orion qui peut se mesurer par le chiffre d'affaires par employé, par exemple. Ou par le temps, alors là, sur ça, c'est pas optimisé pour le moment, mais ça pourrait être le temps du fondateur par chiffre d'affaires. Hein. Si votre but, c'est de dégager du temps libre, bah, vous pouvez considérer que votre moteur fonctionne quand votre revenu croît alors que vos heures de travail restent flat, restent, restent constantes. Voilà l'idée du moteur économique. Évidemment, je vous cède la parole. Quel est votre moteur économique à vous? Alors, qu'est-ce qui pourrait faire que dans votre business, ça s'accélère? Alors, c'est pas un problème. Vous voyez, moi, ma boîte, je l'aime bien et c'est juste que si vous n'avez pas de moteur économique, il n'y aura pas d'effet d'emballement. Mais le modèle artisanal, c'est le modèle de la majorité des business en France, petits ou gros d'ailleurs. Ce que décrit Pascal, c'est très intéressant, gagner en efficacité progressivement. C'est juste que vous avez pas un vous avez une piste d'amélioration, mais vous avez pas un effet d'emballement. Donc à effort constant, si vous voulez faire plus de chiffre d'affaires, bah, vous allez devoir ou vous bosser plus ou recruter et vous allez croître de manière naturelle. Je crois que c'est dans, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, un bouquin qui a eu pas mal de succès il y a une bonne dizaine d'années. Qui il a une remarque intéressante pour nous autres entrepreneurs et qui m'a fait réaliser un truc à moi et à mon frère qui est à la tête de l'Orion. C'est qu'on nous balance tout le temps et c'est normal, les histoires d'Elon Musk, de Zuckerberg, d'Eric Schmidt et cetera. Et donc quand on est entrepreneur, déjà que c'est assez ingrat comme boulot, risqué, pas forcément très rémunérateur et cetera. Ça demande beaucoup de boulot, de stress et d'investissement personnel. Et quand on ne reçoit que des histoires de gens qui ont eu des modèles économiques explosifs, j'ai encore pris Amazon, vous voyez, et ben, on a tendance à se dire: «Bah, je suis nul. Enfin, je suis un raté, ma boîte elle grossit que de 20 par an, elle grossit que de 10 par an», je sais pas quoi. N'oublions pas que la majorité des gens, créeront jamais de business et que réussir à créer un business qui croît même à un taux constant ou d'une quantité de chiffre d'affaires régulière chaque année, bah, c'est déjà une super réussite, hein. Avec une croissance nationale qui est entre 0 et 3-4 les bonnes années, bah, réussir à faire, 5-10 avec son business ou plus, c'est déjà une énorme surperformance. Donc non, c'est pas du tout un problème. C'est juste que, pour ceux d'entre vous en tout cas, c'est un le moteur, je pense que c'est indispensable au modèle startup parce que lancer un produit dont sur lequel l'usage n'est pas garanti, c'est hyper risqué. Et donc d'un point de vue économique, ça ne se justifie que si en cas de réussite, votre truc va s'accélérer tout seul. Et s'il y en a qui n'y arrivent pas, qui pensent qu'il y en aurait un, mais qui n'y arrivent pas. Ouais, tout à fait. Mais quand même là, vous auriez un petit p si c'est un modèle startup, vous avez un petit problème s'il y a pas de moteur économique parce que vous n'allez pas réussir à suivre les besoins. Hein, vous dites là, par exemple, je vois très bien le changement de loi, parce que, par exemple, ma première entreprise dans le nucléaire est très dépendante de la réglementation. Et admettons qu'il y a un changement de loi, que vous positionnez de manière précoce avec un produit qui est bien, bah, ça normalement, ça va vite dépasser vos capacités de production personnelles. Et donc il faut que vous ayez un système qui va vous permettre d'avoir un effet plus que proportionnel et de plus en plus important sur, sur votre marché. Ça peut être le recrutement, hein, d'une certaine façon, si vous avez une belle machine de recrutement,
S'il y avait une demande très forte et une belle machine pour recruter, avec par exemple des gens qui très vite sont à leur tour capables de recruter et de former d'autres gens, bah là, vous pouvez avoir un système d'emballement. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'étais dans un cabinet de conseil, leur modèle, c'était ça. C'est-à-dire que avec un investissement constant des fondateurs, ils arrivaient à obtenir de gens relativement juniors des postes de management, des fonctions de recrutement, des fonctions de formation. Et donc, en fait, ceux qui recrutaient formaient rapidement les suivants, et comme ça, vous pouvez avoir une mécanique exponentielle. Voilà. Alors, le truc, c'est que si vous devez former vous-même tous les commerciaux, euh, bah, en gros, vous allez continuer à être un goulot d'étranglement. Donc, il y a pas de moteur économique. Il y a un article qui est intéressant si vous aimez l'histoire militaire et si votre, bah, c'est pas complètement absurde pour dans votre cas, Pascal, enfin dans le cas que vous citez. Le financeur, il prend à ses yeux, entre une start-up qui a un moteur économique et une qui en a pas, le risque est pas forcément hyper différent. Surtout si vous êtes sur un produit, bah, par définition start-up, vous êtes sur un produit nouveau et du coup, lui, il est organisé, il va rechercher le rendement explosif à risque égal. Donc il va aller vers la boîte qui a un moteur, qui est pas limité par, le temps de son fondateur. Et après l'autre possibilité, c'est que si vous êtes sur un modèle entreprise optimisatrice, peut-être que c'est pas les bons interlocuteurs que vous avez en face. Si vous allez voir des VC, des venture capitalistes, des investisseurs qui ont l'habitude des modèles, heu, à moteur économique, explosifs, digitaux et autres, bah, ils savent pas, exploiter votre force à vous. Il faudrait que je vous colle après dans le chat, il y a un Il y a quelqu'un avec qui j'avais travaillé sur un podcast sur LinkedIn qui s'appelle Paul Perretier, qui fait, je vais essayer de vous le retrouver, de vous le coller dans le chat. Sa boîte, ils font un ordinateur qui projette un clavier. Ah bah voilà, bah je tombe directement dessus. Ouais, je vais vous le copier. Ils ont fait une petite vidéo sur pourquoi c'est difficile de lever de l'argent dans le hardware et il parle un peu de ça, je vous envoie vers son post. Et donc ce que je vous disais, l'article, c'est un arti si vous aimez l'histoire militaire, c'est un article de Guerre et Histoire sur pourquoi l'US Army a été est-ce que l'US Army a été mauvaise? Je crois que c'est ça le titre du numéro. Vous pouvez peut-être le retrouver en ligne et en fait, ils ont un vrai sujet de eux, c'est un moteur économique sur le recrutement. C'est-à-dire qu'ils avaient une toute petite armée en 1940, en 1939, hein, quand ça a démarré et ils ont dû la transformer en la 2e armée la plus pléthorique du moment en seulement 2 années de guerre, 3 années de guerre. Et donc ils ont exactement le sujet que vous pourriez avoir si vous essayez de faire quelque chose d'explosif, mais qui dépend du recrutement. Comment on fait pour avoir un recrutement qui suit ce modèle de moteur économique, qui suit ce modèle d'emballement? Et donc, il y a peut-être des pistes, vous allez voir, parce que finalement, sur beaucoup de points, ça ressemble à ce que vous pouvez avoir. Comment est-ce qu'on trouve les bons candidats? Comment on fait pour les former quand tous les gens qui sont formés et qui ont de l'expérience, ils sont au front ou ils sont déjà hyper occupés? Comment est-ce qu'on a un effet explosif? Comment est-ce qu'on limite l'impact du manque d'expérience des gens qui sont là? Par exemple, en faisant des cas, par exemple, en faisant des simulations. C'est hyper intéressant. Moi, j'avais trouvé très intéressant cet article. Je peux essayer de vous le retrouver. Quel était c'est ce numéro-là. C'est un article sur, la question de la croissance de l'ESRMI, un truc comme ça. Voilà, voilà, donc certains d'entre vous y arrivent pour le ou vous êtes tous bloqués à une étape du moteur économique? Vous arrivez à dessiner un système d'emballement? Pour ceux qui pensent avoir un système d'emballement? C'est pas grave pour la suite, mais si vous avez un moteur économique, si vous avez réussi à faire cette étape, le, pour ceux qui un modèle en croissance, le diagramme, ça serait plutôt un rond, une flèche qui monte, un autre rond, une flèche qui monte. On est plutôt sur quelles sont les étapes dont dépend ma réussite prochaine. Par exemple, pour Minecraft, là, je vous ai dit, l'étape actuelle, c'est produit validé et apprécié par les clients. J'ai un produit de formation qui est novateur, où on met les gens dans un scénario et on leur balance des trucs au visage. Donc ça, c'est mon produit de formation sur le management et leadership. Et j'ai validé, ça plaît aux gens. J'ai des meilleurs retours que sur les formations traditionnelles, etc. Maintenant, ma prochaine étape, le disque d'après, c'est réussir à avoir un flux régulier de clients. Et donc, si j'ai un flux régulier de clients avec un produit qui plaît, je pourrais aller vers une autre étape qui est transmettre mes capacités de commercial et d'animation à d'autres pour avoir un impact de plus en plus fort. Vous voyez, si vous voulez, dessinez-le comme ça, dessinez-le par étapes, parce que ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va interroger les flèches qui sont là.
avec des KPI. On va aller chercher des KPI, des indicateurs de performance, qui vous révèlent que la flèche que vous aimeriez voir entre ça et ça, elle n'existe pas. Alors, j'ai pas dit, je vous souhaite que ça ne le révèle jamais, mais ça doit être conçu pour vous le révéler si c'est le cas. OK? Je vous donne un exemple de ce que j'ai en tête. Hem, Derrière le moteur économique de Lorion là, il y a plein d'hypothèses. Il y a l'hypothèse que je vais réussir à avoir zéro attrition et ça, il faut que je le mesure. Il faut que je sois sûr que je ne perds pas de clients d'une année sur l'autre. Or, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Le chien qui n'a pas aboyé, la difficulté de mesurer quelque chose qui n'a pas eu lieu. Si vous ne mettez rien en place, vous n'allez pas vous rendre compte tout de suite que X ou Y qui devait vous rappeler pour son contrôle annuel, il vous a pas rappelé. On remarque, on a plein de boulot, on remarque les clients qui nous appellent, on remarque pas ceux qui ne nous ont pas rappelés, sauf à avoir un système qui nous les met en évidence et qui va nous pousser à enquêter sur pourquoi on n'a pas été rappelé. Donc vous voyez, typiquement, le zéro attrition, je peux l'interroger et je peux mettre un indicateur économique, un système, un Excel qui par exemple fait tout bêtement, hein, c'est à ça que sert un logiciel de suivi client. Je peux avoir un système qui me fait apparaître en rouge que X qui devait me rappeler pour son contrôle ne m'a jamais rappelé. Et que quand on l'a rappelé, il n'a pas décroché, il n'a pas voulu nous prendre, etc. Je peux aussi interroger la flèche qui est ici. Est-ce qu'avec plus de clients, j'arrive effectivement à vendre plus, à avoir plus de commerciaux? Est-ce que j'arrive à générer des innovations efficaces? Est-ce que mes innovations sont efficaces pour réduire l'attrition? Et bah, pour ça, c'est pas une question simple. Est-ce que je sais mesurer l'impact des innovations qu'on a sorties le mois dernier sur le nombre de clients qui nous font défaut dans les 6 mois? Vous voyez, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va interroger. Alors là, je vous ai mis des triangles hein, pour ceux qui sont sur l'approche moteur économique. Si vous êtes sur une approche de conquête progressive à la sueur de votre front, eh ben, vous le faites avec les disques et dans ce cas, vous interrogez la flèche. Je pourrais le bricoler vite fait là pour vous. Si vous êtes sur un modèle comme ça, mais je pense que c'était clair, mais hop, ah non, ça marche pas. Bon bref, si vous êtes sur un modèle où chaque flèche monte vers le haut, on pourrait imaginer que ce soit, je vais réussir à monter une machine commerciale qui à effort constant me rapporte un nombre constant de clients. Bah, il faut que par exemple, X heures de téléphone me permettent d'obtenir tant de rendez-vous et que tant de rendez-vous me permettent effectivement en aval de signer tant de propositions économiques. Ça va être les choses que je vais devoir mesurer. Parce que si je passe des heures à faire du commercial d'une façon qui m'apporte pas suffisamment de clients ou pas du tout de clients, je m'en rendrai pas compte suffisamment vite si j'ai pas d'indicateur et je risque de mettre en danger ma boîte en perdant mes efforts. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va se poser la question de comment on interroge vos hypothèses. Je vais vous demander de questionner chaque étape de votre moteur économique, du diagramme que vous venez de dessiner. J'avais pris l'exemple des investissements pédagogiques. Est-ce que investir dans mes formations améliore le bouche à oreille, par exemple? Ça peut être critique sur Minecraft. Est-ce que les gens recommandent plus mes formations si j'y passe plus de temps? On peut supposer que oui, mais en fait, ça, ça ne se vérifie que par la mesure. Donc je vous laisse faire ça, questionner les étapes de votre moteur économique. Avec l'œil du sceptique, avec l'œil du critique, vous allez devoir vous dire euh, où est-ce que je peux m'être planté dans ce modèle. À ce stade, vous ne choisissez pas d'indicateur, hein. Vous cherchez juste à trouver où est-ce que vous avez fait des hypothèses dont dépendent votre moteur, dont dépendent votre modèle économique.
Alors, je peux vous donner des exemples, mais effectivement, n'hésitez pas à en donner dans le chat. Ça sera plus facile. En plus, si j'ai le type de business que vous avez, je pourrais peut-être vous aider. Alors là, vous avez déjà la réponse. Vous avez dû découvrir là que c'était pas le cas. Mais si je filais l'exemple, c'est exactement ce qu'on s'est dit avec Lorion. On s'est dit, nous, on s'est dit, c'est techniquement facile de faire ce qu'on veut faire. Si on en reste aux mots, si on a une approche lyrique, hein, si on reprend le test du début, le marché m'est facilement accessible, il y a peu de concurrence, bah, je peux mettre plein de mots dessus. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Je veux monter une expérience «scientifique» entre guillemets, enfin business, qui va me permettre de tester si c'est vrai ou pas que le marché est accessible. Et c'est hyper intéressant comme démarche parce que ça oblige à dire, ça veut dire quoi, mais accessible? Est-ce que c'est, je fais l'hypothèse qu'avec un investissement de tant de temps et tant d'argent, en 6 mois, j'arriverai à avoir tant de parts de marché ou tant de clients? Et c'est comme ça que je définis l'accessibilité. Si c'est ça votre hypothèse, vous allez voir qu'après, ça devient beaucoup plus facile de trouver des indicateurs. Je fais l'hypothèse que dans 6 mois, j'arrive à avoir 10 clients avec une moyenne de chiffre d'affaires de 5 000 € par client, par exemple. C'est ça que j'appelle accessible. Vous pouvez faire un indicateur avec une courbe qui part de zéro et qui monte à 50 000 €, donc 5 fois 10 000 €, non, ou 10 fois 5 000 €. Et ensuite, vous allez tous les mois regarder l'évolution de votre chiffre d'affaires par rapport à cette courbe. Et ça va être immédiatement frappant si vous faites mieux ou moins bien que votre trajectoire. Et ce qui va être très important, c'est de vous dire j'ai une réunion prévue à 2 mois, pour 90 jours, à 3 mois, pendant laquelle je vais m'obliger à regarder cette courbe et me dire bon, bah en fait, pour une raison ou pour une autre, le marché n'est pas si accessible que ça. Alors ça ne serait pas un indicateur suffisant, ni peut-être le meilleur, parce que ça ne vous guiderait pas sur quoi faire. Il y a un truc que je fais pas bien, mais vous savez pas trop quoi faire. Donc il faudrait peut-être aller plus loin. Est-ce que accessible, ça veut dire que les clients à qui j'en parle, la moitié vont souscrire à mon offre? Vous voyez, là, c'est plus intéressant parce que au lieu de vous parler du passé, de j'ai pas réussi à signer les 3 derniers mois, ça vous dit quelque chose du futur. J'ai parlé à des gens et il y a que 1 sur 10 qui m'a rappelé ensuite. Donc en fait, mes hypothèses, elles étaient très optimistes. Ça veut dire que je peux anticiper que je ne vais pas faire le chiffre d'affaires que je m'attendais à faire. Vous voyez le raisonnement que j'essaye d'avoir? Je pars de qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Oui, ou plutôt, qu'est-ce qui pourrait tout faire capoter? Et qu'est-ce qui m'indiquerait de manière la plus précoce, quel serait le premier signe annonciateur que j'y suis pas? Alors, je lis vos commentaires, excusez-moi. Le marché n'est pas accessible en réalité, non. Je dois me rabattre sur une partie plus accessible mais moins rémunératrice. Bah, vous voyez, et ça, à la limite, et puis vous dites, je dois me rabattre. On parlait tout à l'heure du raisonnement en coup perdu. Il faut absolument éviter le raisonnement en coup perdu à ce stade-là. Est-ce que la mort ou l'invalidation de votre hypothèse initiale ne remet pas en cause le projet lui-même? C'est-à-dire qu'il faut pivoter, il faut être combatif, hein. De toute façon, on ne vend jamais le truc qu'on avait prévu de vendre. Mais il faut faire gaffe à dire, à avoir par ailleurs défini à partir de quelles conditions vous restez pas dans le projet. Moi, par exemple, je définis tous les ans les conditions qui font que je reste dans Minecraft. Je les revois 2 fois par an et si elles ne sont pas validées, bah, ça ne veut pas dire que je vais tout lâcher, mais en priori, c'est un fort signal d'alerte. J'arrive pas à générer le revenu que je m'étais fixé, par exemple, pour ma famille, ou j'ai pas la trajectoire que je voulais avoir. Mon temps est compté, mon temps professionnel, ma carrière n'est pas infinie, donc il vaut mieux corriger le tir plus tôt que plus tard. Donc vous voyez, quand vous dites: «Je dois me rabattre», certes, mais est-ce que ça reste dans les brackets, dans le champ de ce que vous aviez défini comme acceptable? Pour Yolande, attrition des clients existants, donc les clients ne vous re ne ce qui pourrait remettre en cause votre modèle, c'est que les gens qui ont passé commande chez vous ne repassent pas commande chez vous et nombre de clients nouveaux que vous arrivez à signer. Donc là, c'est la vitesse de conquête de nouveaux clients. Alors, encore une fois, c'est pas mal comme indicateur, les indicateurs de conquête. En général, on s'attache vachement au chiffre d'affaires, nombre de clients, je le fais aussi. Le problème, c'est que ça nous aide pas trop à décider. C'est un peu insuffisant. Alors, c'est mieux que rien, hein, moi je trouve ça quand même motivant. J'ai encore fait ce matin, aller voir mon compte bancaire et faire un peu le calcul mental de comment on va s'en tirer dans 6 mois, 8 mois et tout. Mais ça n'aide pas à décider parce que si vous n'avez pas les nouveaux clients là que vous vouliez signer, et alors?
Alors vous savez que ça n'est pas comme vous espériez et puis qu'est-ce que vous allez changer? Peut-être que ce qu'il vous faudra, que qu'une hypothèse plus fine que vous pourriez poser, c'est avec ce discours commercial-là, moi je ne sais pas comment vous acquérez vos clients Yolande, si c'est site web, prospection téléphonique, rencontre, je sais pas quoi. Avec ce discours commercial-là et cette plaquette-là, j'espère convertir 1 sur 2 parce que j'ai fait mon tuyau commercial. Si j'arrive à convertir 1 sur 2 que je rencontre, sachant que je fais X rencontres par mois et que mon panier moyen est de temps, alors je générerai le revenu, le taux de croissance que j'espère avoir. Et là, vous avez des indicateurs qui sont un peu plus intéressants. Vous pouvez voir où ça fait faille. Nous, par exemple, on a un gros problème sur les plaquettes. Alors j'ai pas encore je me l'explique pas complètement, mais en fait, on envoie beaucoup, beaucoup de plaquettes. On rencontre beaucoup de gens, on en convertit très peu, quand on n'a pas de recommandations. Mais vraiment, quand je vous dis très peu, je sais pas, ça doit être 1 sur 15 quoi. Et moi, ça me semble pas normal. Après, j'ai pas les benchmarks de mes concurrents, mais il doit y avoir un truc dans notre discours commercial qui ou dans notre approche commerciale ou dans nos plaquettes qui convertit pas suffisamment. Vous voyez, c'est pas parfait, ça me donne pas la solution, mais ça me dit que le problème, c'est pas le nombre de rendez-vous, c'est pas la qualité des prestations une fois que les gens les ont eues, c'est le moment où j'ai présenté mon produit au client, j'ai trop de pertes. Et donc ça m'incite à tester d'autres plaquettes, d'autres voilà. L'indicateur, il doit vous aider à prendre la décision. C'est quoi TDC? Ah d'accord, OK. Le taux de conversion en magasin retail. Ouais, le taux de conversion, c'est bien, vous allez voir, c'est un indicateur. Alors c'est surtout bien si vous le comparez au passé, si vous comparez des évolutions de taux de conversion, c'est hyper intéressant. Vous changez l'agencement d'un magasin et vous voyez une évolution positive du taux de conversion, et vous savez, alors pas de manière scientifique et absolument certaine, mais vous avez un indice fort que la nouvelle disposition est efficace. Chose que vous allez pouvoir reproduire éventuellement dans une autre boutique. Alors que si vous suivez juste le chiffre d'affaires de la boutique, vous ne savez pas si c'est juste l'ancienneté qui fait que ça grandit. Voilà, alors l'idéal, c'est les benchmarks, mais c'est pas évident hein, d'avoir les. En plus, là, on parle d'indicateurs très précis, bonne chance pour les trouver en ligne. Donc voilà l'approche que je vous propose. Là, vous le faites en direct avec un temps limité, mais ce que j'espère, c'est aussi que vous pourrez reproduire ça plus tard au fur et à mesure que votre entreprise avance. Cherchez les hypothèses critiques et cherchez les données qui viendraient invalider votre hypothèse. On est en plein dans la méthode scientifique, hein. L'hypothèse critique, c'est que les gens qui ont fait passer commande chez moi, ils vont repasser commande chez moi dans les 6 mois. Il faut que vous montiez un système, un indicateur qui vous apporte cette nouvelle que non, potentiellement peut vous apporter la nouvelle que non, les gens qui ont passé commande chez vous, on les revoit plus jamais. Si, autre hypothèse, les gens qui, je vous ai pas mis ce moteur économique là, mais il est en fait assez classique dans le digital, les moteurs viraux de type, tout, toute personne qui prend un compte Fortunéo avec notre incitation de 150 € pour, parrainage, va m'apporter 2 autres clients. Ça, c'est un moteur économique hyper puissant parce qu'en fait, vous faites bosser vos clients. Bah, ça coûte quelque chose, mais vous faites bosser vos clients. Bon, ben, il faut vérifier absolument le taux de recommandation des gens qui viennent chez vous. Ce qui veut dire avoir un système qui mesure que telle personne a bénéficié d'un parrainage. Donc, il faut que dans votre système informatique, ça soit il y a un système de traçage des flux qui arrivent chez vous et qu'on sache que la personne, elle a rentré le code, et cetera. Et donc que l'hypothèse, elle est en train de se valider ou pas. Alors, ensuite, pour le choix de vos indicateurs, je vais vous donner quelques critères de sélection. On vient de parler d'un premier critère qui est que l'indicateur soit actionnable. Concrètement, le test de est-ce que c'est actionnable, c'est si on m'apporte une très bonne nouvelle, est-ce que je prendrai des décisions différentes? Est-ce que je vais agir différemment si on m'apporte une mauvaise nouvelle? Et ça, c'est ce qui vous évitera dans les indicateurs qui servent juste à se booster le moral. Alors vous pouvez les avoir, hein, pour vous vanter, c'est très important de se motiver, et cetera. Mais dans le moment de il y a 2 moments. Il y a le moment de la décision, prendre les bonnes décisions, admettre ses échecs, et il y a le moment du pump it up. Et moi, j'aime bien avoir suffisamment de temps de préparation, par exemple avant une conférence, si je dois faire une conférence. J'ai un moment où je me fais défoncer par mon associé, qui va chercher les failles, tout ce qui ne va pas et autres. Et après, une fois que j'ai corrigé et que j'ai plus le temps de corriger plus de choses, je dis: «Bon, bah, là, on passe un pump it up. Qu'est-ce qui est trop bien dans ma conférence?» «Ah, elle est trop bien et puis tu hyper calé et puis franchement ça, le jeu là, il est excellent» et cetera. Et puis je me dis: «Ouais, c'est vrai. Puis je suis quand même l'expert français spécialiste de ce sujet, j'en ai déjà fait X dessus». Voilà. Là, c'est la phase pump it up. Vous avez besoin de phases motivantes, mais ne les mélangez pas
avec les prises de décision. Et donc, par exemple, là, on a parlé du chiffre d'affaires. Pour un site web, ça peut être le nombre de visiteurs uniques. Ce genre de courbe, c'est hyper pump it up. Vous allez les mettre dans votre business plan pour trouver des investisseurs ou autres. C'est ça qu'on veut voir, hein, c'est une accélération. Là, ce serait le nombre de visiteurs dans votre boutique, par exemple. Ça va ressembler à ça, surtout au début. Si la boutique est un peu intrigante et que l'accueil n'est pas trop catastrophique, de toute façon, ça va ressembler à ça, ou au moins une courbe proportionnelle, puis il y a de plus en plus de gens qui viennent, qui en ont entendu parler, ça. Mais le problème de ce genre de courbe, c'est que ça ne vous aide pas à décider. Qu'est-ce qui contribue à faire que ma courbe là devienne exponentielle? Où elle est ma mécanique virale? Est-ce que c'est mes actions des derniers mois? Qu'est-ce que je dois bosser en priorité les prochaines semaines? Est-ce que c'est la disposition, l'agencement, la communication grand public? Ça ne change rien. Si je reçois une très mauvaise si la courbe elle avait une tête, dans l'autre sens, à part me dire qu'il faut que j'abandonne, ce qui peut être une info intéressante, hein, ça m'aide pas tellement à prendre des décisions. Donc voilà, le vanity metric, il est encourageant, il est souvent cumulatif, mais il donne pas trop d'infos. Alors, un autre point, c'est de préférer les indicateurs de flux. Alors en général, ça demande d'avoir, un système informatique ou un peu plus de données. L'idée, c'est d'avoir des choses qui vous renseignent sur la trajectoire, sur qu'est-ce que le dernier mois a de différent par rapport au mois d'avant. Qu'est-ce que mes 10 derniers clients ont fait de différent sur mon site web par rapport aux 30 clients d'avant. Et c'est ça les indicateurs de flux. Avoir des indicateurs en pourcentage supplémentaire, là vous parliez de taux de conversion. Ce qui est encore mieux qu'un taux de conversion, c'est la variation du taux de conversion. On en fait plus 5 sur notre taux de conversion depuis le mois dernier. Parce que ça vous indique que potentiellement vos actions récentes ont eu un effet positif ou même ou neutre ou négatif. D'accord? Alors sur les indicateurs de cohorte, ça veut dire un groupe de clients qui sont arrivés en même temps. Hein, c'est une promo de clients, si vous voulez. Les indicateurs de clients, de cohorte, il y a le modèle AR qui peut vous aider, particulièrement adapté pour les apps et les sites web. Donc c'est pas le film hein, c'est AR pour acquisition, combien je réussis à attirer de gens pertinents sur mon site web, combien passent à l'achat ou me donnent leur email pour une newsletter, combien reviennent l'année d'après, donc c'est ce que vous donniez comme exemple, Yolande, combien m'amènent des amis, je vous parlais du parrainage, bah, c'est l'étape d'après, et puis vous pouvez avoir tous les indicateurs de revenus, quel est le panier moyen, comment est-ce que je peux réduire le coût d'acquisition du client par rapport à ce qu'il me rapporte, etc. Donc ça peut vous aider à chercher vos indicateurs. Je vous ai déjà dit qu'il était important d'avoir des indicateurs prévisionnels plutôt que rétrospectifs. Donc, les indicateurs qui vous renseignent sur ce qui s'est passé il y a quelques mois, bah, ils sont bien pour votre comptable et pour le banquier, mais pour votre prise de décision, ils ne sont pas idéaux. Donc, allez chercher des choses qui vous donnent des indices que quelque chose est en train de se passer. Donc, je peux pas le faire à votre place, sauf si j'avais un petit peu votre idée de business. Euh, En gros, ça doit être des indicateurs qui portent sur les comportements clients les plus amont de l'acte d'achat ou de la recommandation ou autre. Je vais vous donner un exemple sur ce que je connais, sur l'Orion. Un indicateur, si votre taux de suivi de satisfaction pour une app ou pour un nouveau produit, c'est le nombre de plaintes en SAV, bah, c'est mieux que l'attrition. Parce que l'attrition, c'est les gens qui sont plus revenus. Donc, vous êtes vraiment très tard. Vous ne pouvez plus les sauver. Et en général, quand il y en a qui commencent à partir, c'est qu'il y en a d'autres qui vont pas tarder à partir aussi. Donc l'attrition, c'est tardif. Les plaintes SAV, c'est un peu mieux. Ce qui serait encore mieux, c'est d'avoir une version bêta de votre produit euh, et de pouvoir rectifier le tir si, là je pense par exemple au logiciel, aux jeux vidéo qui sortent avant d'être finis. Un des avantages de faire ça, c'est que si la bêta est catastrophique, eh ben, ils peuvent dire bon bah on arrête là, on limite les frais, on va pas plus loin. Ok? Vous voyez, arrêter une bêta, ça coûte toujours moins cher que de sortir un jeu vidéo complètement nul, dont les gens se plaignent une fois après sa sortie. Le chiffre d'affaires ou le résultat net, c'est l'exemple parfait d'indicateur rétrospectif, hein, de lagging indicator. Bah oui, votre chiffre d'affaires de l'an dernier, c'est le résultat de vos efforts d'il y a 1 an et demi, 2 ans. Il y a beaucoup de boîtes hein, qui se plantent comme ça. Moi, j'étais dans un cabinet qui a une belle réussite. Et je suis parti un peu par hasard l'année noire, pendant leur année noire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont piloté au chiffre d'affaires en faisant aucun effort commercial. Et donc, ils ne se sont pas rendus compte, mais l'avion, son moteur, il s'était arrêté il y a déjà 10 minutes, il y a déjà 1 an, et continuaient à voler par inertie. Et donc, ils avaient le chiffre d'affaires de l'an dernier, tout le monde était très occupé, donc personne n'avait envie de faire de commercial.
Et l'année où je suis parti, bah, c'est l'année où les vieux clients, et ben, ils prenaient plus de prestations et il y avait pas de nouveaux clients pour les remplacer. Et donc une année, ils ont perdu, quasiment la moitié de leur chiffre d'affaires, alors quand vous avez 25 salariés, ça fait mal. Et c'est quelque chose qui me menace moi aussi en tant qu'indépendant, hein. Je suis très occupé donc je fais mes prestations, du coup je fais pas rentrer de nouveaux clients et donc après j'ai un trou d'air. Donc comment vous pouvez faire pour éviter ça? Bah, il faut avoir un ce q le jargon c'est un pipe commercial, mais un tuyau commercial, un entonnoir commercial, parce qu'il va vous en renseigner sur à quoi ressemblent les jeunes clients qui arrivent chez vous. Est-ce que vous avez la bonne forme en entonnoir ou est-ce que vous avez quelque chose où on manque de gens à l'entrée? C'est-à-dire qu'on ne fait pas assez d'appels, on ne rencontre pas assez de nouveaux prospects. Parce que ça va vous renseigner sur ce que, in fine, vous allez facturer, c'est-à-dire le chiffre d'affaires dans un an. Et donc vous gagnez un an sur de préavis ou 6 mois de préavis par rapport à un indicateur rétrospectif. Le pire, c'est les gens qui ont pas de tableau financier et qui pilotent, au chiffre d'affaires, comptable. C'est le comptable qui leur dit que l'année dernière, ça s'est bien passé. OK et puis pareil, vous pouvez l'attrition là, le churn, le taux de clients qui partent chez Lorion, ben, typiquement, nous, on l'avait remplacé par l'évolution des scores des questionnaires de satisfaction. Vous voyez, c'est même pas les scores au questionnaire de satisfaction, c'est l'évolution des scores. Quand je vous disais les indicateurs de mouvement, de flux, ratio, cohorte, savoir que les 2 derniers mois, on a eu une baisse de 10 du score moyen au questionnaire de satisfaction, c'est très intéressant parce qu'on peut encore rectifier le tir. On peut appeler les clients en question, leur dire pourquoi vous n'avez pas été content. Alors que si on attend le moment où ils nous quittent, bah, c'est trop tard. Et puis le dernier critère que je vous propose pour vos indicateurs, c'est la facilité d'usage. Donc il faut que ce soit facilement compréhensible, que ça ne mette pas 1000 ans à expliquer à un nouveau venu, parce que vous allez avoir des nouveaux venus, tout va bien se passer. Si possible que ça soit automatique, donc ça peut être difficile, surtout si vous êtes pas très à l'aise avec l'informatique. Moi, mon premier associé, c'était un informaticien, donc il a automatisé énormément de choses comme ça, mais ça peut être un peu compliqué d'automatiser, les indicateurs, surtout au début. Donc au début, vous pouvez faire ça à la main, puis un jour, vous ferez passer un spécialiste de l'automatisation. Et puis je vous ai dit, hein, 5 maximum pour une profession. Si vous avez plus de 5 voyants sur votre tableau de bord, alors il y a une étude qui montrait que c'était entre 5 et 7 le max. Entre 5 et 7 indicateurs sur un tableau de bord et en fait, ça dégrade la qualité de décision des décideurs. Pourquoi? Rappelez-vous, parce que biais de confirmation. Quand on a plus de 5 ou 7 indicateurs, il y en a toujours un qui est au vert et qui va nous permettre de nous dire: «Non, non, ça va, t'inquiète pas». Alors, je vous laisse 2-3 minutes pour réfléchir parce que j'ai parlé pendant cette phase. Je vous laisse 2-3 minutes pour réfléchir. Vous avez vos hypothèses critiques. Vous avez déjà cité là dans le chat pour certains d'entre vous des exemples d'indicateurs. Qu'est-ce que vous pourriez avoir comme indicateur précoce, actionnable, plutôt de mouvement ou de flux, facile d'usage, qui vous indiquerait que vos hypothèses sont fausses? D'accord. Bah, voilà, ça c'est un bon indicateur. C'est pas le plus précoce possible, j'imagine, parce que je sais pas combien de temps vous prennent vos propositions commerciales, j'en fais aussi pas mal. Moi, elles me prennent beaucoup de temps mes propositions commerciales. Idéalement, mais j'ai pas trouvé la solution, hein, j'aimerais avoir des signes d'intérêt avant la proposition commerciale. Je lisais un excellent bouquin là sur la prospection commerciale, je vous en mets les références dans le chat. C'est vraiment le meilleur que j'ai pu lire. Lève-toi et prospecte. Si vous en êtes à cette étape-là, je vous recommande ce livre-là. Voilà. Je lisais ce livre-là et il disait, n'hésitez pas avant la proposition commerciale à dire, voilà, à votre client: «À ce stade, est-ce que vous pensez qu'il y a une chance que ça vous intéresse? Ne vous inquiétez pas, enfin, est-ce que vous pensez qu'il y a une chance que vous bossiez avec nous? Je vais évidemment vous mettre le prix, les détails, dans une proposition commerciale, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser?» Poser la question, ça fait un peu peur parce qu'on s'expose à un refus, à dire: «Bah, là, maintenant, pas trop».
Parce qu'en fait, si ce que vous faites, c'est dire, à la fin du rendez-vous, dire: «Bah, je vous propose moi, de ce que je vous propose, c'est que je vous envoie une proposition commerciale, je vous envoie plus de détails», personne va jamais vous dire non et donc vous allez faire plein de propositions dans le vide. Si vous finissez votre argumentaire en disant: «Est-ce qu'il y a une chance que ça puisse vous intéresser, qu'on puisse travailler avec vous? Nous, on aimerait bien. Je pense que ça peut créer de la valeur pour vous. Mais après, c'est voilà, je peux vous faire une proposition commerciale, mais ça va me prendre un petit peu de temps de vous mettre les détails et cetera. Sans engagement, est-ce que ça peut vous intéresser?» Vous voyez, vous allez enlever une partie des gens pour qui peut-être que là, vous allez avoir un indicateur qui est encore plus précoce. Après, je ne sais pas combien de temps prennent vos propositions commerciales ni leur montant, mais effectivement, le pourcentage de signature, bah, c'est un élément, hein, de votre pipe commerciale. Tout bon CRM, tout bon logiciel de relation client a ça dans ses paramètres de base et ça vous donne une indication sur le fait que là, vous creusez le mauvais filon, votre argumentaire commercial est pas le bon ou à l'inverse que vous avez tapé quelque chose. Donc pour Saïd, c'est les retours de service client. Alors retour de service client, est-ce que vous pourriez avoir quelque chose d'encore plus précoce? Parce que ça veut déjà dire qu'il y a un problème avec votre produit. Donc c'est évidemment mieux que de ne pas mesurer ou d'attendre que les gens s'en aillent. Il faut le faire, il faut les suivre. Est-ce que vous pourriez générer des statistiques d'usage, de connexion? Je ne sais pas du tout ce que vous avez comme produit. Ouais, bah, c'est un peu comme moi du coup, Pascal, pour la durée des propales. Un jour de fondateur, c'est pas rien, donc je pense que Nicolas Caron a raison de dire: «Si vous pouvez réduire et avoir des indicateurs encore plus précoces, bah, c'est bien». Hein, dans votre cas, Saïd, sur les retours service client, vous auriez pas une, parce que, par exemple, le service client, les gens ont déjà décroché leur téléphone. Est-ce que vous pouvez aller enquêter en amont sur est-ce que tout va bien? Faire s Peut-être qu'au début de votre entreprise, vous pouvez systématiquement rappeler les gens qui ont signé avec vous pour dire: «Voilà, on a commencé à travailler ensemble il y a 3 semaines» ou avoir le logiciel, je sais pas, il y a 3 semaines. Qu'est-ce que vous en pensez à ce stade? Comme ça, vous aurez la plainte avant même qu'elle soit solidifiée dans leur esprit. Voilà, parfait. Un suivi de satisfaction, suffisamment voilà, plus c'est précoce, plus ça vous permet de réagir. Donc évidemment, ça dépend du nombre de clients que vous avez, de la rentabilité moyenne de chaque client. Si vous êtes, par exemple, si vous mettez en contact, des gens qui veulent acheter une entreprise et des gens qui veulent les vendre, en gros, si vous faites des fusions-acquisitions, chaque client vous rapporte 100 000, 500 000 € et là, vous allez le choyer aux petits oignons. Vous avez intérêt à aller hyper précocement chercher l'info. Parce que perdre un client, c'est déjà 500 000 €. Donc, 500 000 € le coup de fil, même si c'est qu'une fois sur 10 que vous en évitez un, ça vaut le coup. Si vous avez énormément de petits clients qui vous payent peu, vous allez faire ça au début pour comprendre très bien tant que vous êtes dans des indicateurs de pertinence, hein, si je reviens sur indicateurs de pertinence versus efficacité, tant que vous cherchez à valider la pertinence de votre produit, vous allez être aux petits soins avec même des gens qui vous rapportent peu d'argent parce que vous voulez comprendre ce qui les motive, comment ils ont reçu votre produit. Mais petit à petit, bah, vous n'allez pas avoir le même traitement, massif. Oui, alors ce qui peut vous aider à ne pas zapper, mais je suis comme vous, hein, c'est le CRM, le logiciel de relation client. Ou alors, à minima, un Excel avec une mise en forme conditionnelle, une date qui se met automatiquement, date de, vous mettez une colonne avec date d'appel de suivi, par exemple, où là, c'est une formule qui fait, date d'envoi du devis ou de signature de devis plus 10 jours et après vous mettez la colonne d'après, où vous mettez, aujourd'hui moins la date en question et si le chiffre dépasse 10 jours. Donc ça va vous faire un chiffre qui fait, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si ça dépasse 10, vous mettez une mise en forme conditionnelle pour que ce soit en rouge et du coup, vous aurez, un voyant en rouge qui s'allume sur votre Excel pour les clients qui n'ont pas été rappelés dans les 10 jours après la signature du contrat. Bon, j'avance parce que je voulais vous donner, des exemples pour différents types de business, d'indicateurs qui peuvent répondre à ces critères-là. Alors vous pouvez avoir le taux de conversion, donc ça, bah, on en a parlé tout à l'heure. Vous pouvez avoir pour l'e-commerce, hein, vous pouvez avoir le nombre d'achats par an, vous pouvez avoir le panier moyen. Vous pouvez avoir l'abandon. Donc vous voyez, c'est tous des indicateurs qui nous renseignent, surtout s'ils sont faits en cohorte, c'est-à-dire les 100 derniers visiteurs par rapport à tous les précédents ou à ceux des 3 derniers mois, et ben, ils achètent plus, leur panier moyen est plus petit, ils abandonnent plus qu'avant. Ah, ils abandonnent plus qu'avant, peut-être que notre solution de paiement est pas très intuitive ou elle inspire moins confiance. Vous voyez? Mis sous format cohorte, ces indicateurs-là, pour un e-commerce, c'est de l'or parce que ça permet de corriger, d'affiner le produit en se basant sur les comportements clients.
Une application mobile gratuite. Vous voulez savoir combien de personnes la téléchargent, combien ça vous coûte d'obtenir un client qui télécharge le truc et un client qui paye. Taux de lancement de l'app. Est-ce que les gens, une fois qu'ils ont utilisé une fois, ils la relancent une deuxième fois? Vous voulez avoir le coefficient de viralité. Est-ce que les gens utilisent la fonctionnalité parrainage pour faire venir d'autres personnes? Voilà, tout ça, ça peut vous intéresser. Alors ça, je vous en ai déjà parlé. Dans le SaaS, si vous faites du logiciel, enfin, en tant que service, vous pouvez vouloir le coût d'acquisition d'un client, le désengagement des utilisateurs gratuits. Est-ce que les gens qui testent votre version gratuite, ils restent, ils payent, ils s'en vont? Le nombre de gens qui passent du gratuit au premium si vous avez un modèle freemium, le coefficient de viralité. Bah, ça, c'est des exemples. Je ne sais pas s'ils sont pertinents pour vos business. Je vais vous donner un livre qui en contient beaucoup, beaucoup, pour le digital en tout cas. OK, pour Saïd. Ah bah, du coup, pour Saïd, je vous le dis tout de suite, au cas où, vous pouvez lire Lean Analytics. Très pertinent pour le site web, e-commerce, SaaS, logiciel, app. C'est la version heu, passage à l'action du bouquin Lean Startup dont je vous parle dans un instant. Bon, bah, c'est en anglais et c'est pas très rigolo à lire, parce que c'est pour le coup très méthodologique, mais ça peut vous aider à aller beaucoup plus loin sur le sujet. Le pipe commercial, j'en ai parlé plusieurs fois, le réservoir commercial, le tuyau commercial. Alors, j'aurais peut-être dû le représenter sous forme d'un entonnoir, parce que normalement, vous avez toujours plus de gens contactés que de gens possibles ou intéressés. Mais en gros, il faut que vous ayez quelque part ce document-là. Donc, les CRM vous le font, les logiciels comme HubSpot ou Pipedrive pour ceux qui ont une version gratuite. Après, vous avez des logiciels pas chers comme vTiger qui est basé sur de l'open source, que mon frère utilise chez Lorion et dont il est assez fan. Peu connu, ils ont un très bon service client. Ils font les mêmes fonctionnalités que des choses comme Salesforce, mais pour un quart du prix. Donc voilà. Normalement, je pense que vous recevez le support. Je le mentionnerai à Annalisa vers la fin. Et donc bref, dans ces logiciels, vous pouvez paramétrer ça. Vous pouvez paramétrer les chances qu'il y a pour qu'une affaire soit convertie. Donc ça, c'est à vous de juger. Et en fait, ce qui peut être très intéressant, c'est de valoriser votre réservoir commercial. Et ça, je ne le trouve pas sur tous les CRM. Je le faisais sous un Excel, moi, avant. C'est-à-dire, les gens que vous avez contactés, vous avez l'hypothèse qu'il faudra vérifier que vous avez 10 de chances de les signer. Ceux que vous avez passés en possible, ils passent à 20 de chance. Ceux qui sont intéressés, ils passent à 50 de chance. Et en fait, vous pouvez vous dire, bah voilà, pour les 6 prochains mois, là, j'ai, je sais pas moi, 70 000 €, 80 000 € dans mon réservoir commercial. Et sachant que je coûte tant, moi et mon équipe, on coûte tant à l'entreprise, c'est très insuffisant. Il faut qu'on double nos efforts commerciaux ou bah, c'est confortable, on va permettre de faire un investissement. Voilà. Et ça, c'est très précoce, c'est très intéressant. Euh, donc, oui, hein, les CRM assez avancés, mais je ne sais pas encore comment faire. Moi, je découvre les CRM pro pour le moment. Ils permettent de comparer les hypothèses que vous avez là, mais ça, vous pouvez les faire à la main, hein, à ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire, vous pouvez regarder ce qui s'est passé avec vos 10 derniers deals, ou vos 20 derniers deals, et regarder si effectivement, ceux que vous aviez jugés à 10 de chance, en moyenne, vous en convertissez 10. Voilà, on est toujours dans cette idée de tester nos hypothèses. Évidemment, ça sera plus facile pour vous si vous êtes un peu à l'aise sous Excel. Après, il n'y a pas besoin d'être extrêmement fort pour ce qu'on vient de se dire, mais plus vous êtes à l'aise, plus vous allez pouvoir automatiser tout ça. Donc le mot de la fin, c'est quand vous allez grandir, comment vous pouvez exploiter tout ça? Alors, je vous ai déjà parlé du test de la boule de cristal. Ayez des moments où vous allez regarder vos données et faites l'effort de vous demander ce que vous attendez à découvrir, parce que ça augmentera les chances que vous soyez surpris et donc que vous en tiriez une leçon. Vous pouvez faire des cycles de 90 jours, hein, ça c'est une méthode que j'avais découvert par Stan Leloup justement, où au lieu de faire une stratégie annuelle, un business plan annuel, on se dit, bah voilà, bah, les 3 prochains mois, ce qui est très important, c'est que on trouve plus de clients. Voilà ce qui m'indiquerait qu'on est sur la bonne voie. Voilà mes conditions de victoire. Voilà mes objectifs de cette période. Et en fait, vous vous obligez à faire un point tous les 3 mois, ce qui vous permettra d'ajuster le tir et de prendre du recul tous les 3 mois. Vous faites un rendez-vous dans l'agenda avec votre équipe et puis tous les 3 mois, vous analysez les données ensemble. Voilà, bah, je vais juste récapituler ce qu'on a pu se dire pendant ces 2 heures. Soyez clair quant à ce que vous cherchez à obtenir par votre entreprise, donc ça c'est le grand projet, mais aussi pour les 3 mois à venir, par exemple, si vous fonctionnez comme ça à 90 jours. Réfléchissez aux étapes intermédiaires. Donc pour ceux d'entre vous qui, comme moi, sont dans un modèle un peu conquête, un peu artisanal, bah,
quelle est l'étape suivante de votre expertise, de votre progression. Et à l'inverse, si vous avez un modèle, si vous avez un modèle plus explosif, plus viral, quelles sont les étapes qui vont déclencher ça? Et ensuite, aller chercher l'info que vous n'avez pas envie de découvrir. Qu'est-ce qui serait une mauvaise nouvelle et qu'est-ce qui vous l'annoncerait le plus tôt possible? Et une fois que vous avez répondu à ces questions-là, bah, il faut passer à l'action, il faut vous créer un petit Excel, aller chercher un logiciel, paramétrer votre site web pour que cette info, elle vous remonte le plus régulièrement possible, avec le moins d'efforts possible. Après, n'oubliez pas que tout ça, ça prend du temps, mais se planter pendant 6 mois parce qu'on croit que notre pitch commercial marche, mais qu'il marche pas, ou parce qu'on croit que nos boutiques sont jolies, mais qu'en fait les clients pensent l'inverse, ça vous coûtera beaucoup, beaucoup plus de temps que d'avoir mis en place vos indicateurs. Voilà, je suis à votre disposition pour toute question, hein. Vous pouvez m'écrire par mail à antoine.laurès@minecraft.fr. Vous pouvez aussi m'ajouter sur LinkedIn. Je poste régulièrement sur les différents sujets de management. Je vous envoie les diapos, l'enregistrement. Ah voilà, c'est ça que vous disiez. Bah, de toute façon, je sais pas comment je peux faire. Sinon, je vous l'envoie directement. Attendez, je vais voir si je peux vous l'envoyer directement dans le dans le chat. Ça crée pas de travail. N'hésitez pas si vous avez des Si questions, tu des veux, remarques. Antoine, si tu veux, Antoine, tu peux m'envoyer la présentation. Moi, j'ai la liste des participants avec leur mail. Du coup, je peux D'accord. l'envoyer. Oui, parce que là, je vois que je peux pas mettre un document. Je te l'envoie tout de suite. Ça marche. Bah, du coup, il me reste qu'à vous remercier. S'il n'y a pas de questions, on attend de voir s'il y a des questions. Sinon, j'ai mis Bien dans sûr. le chat le questionnaire de satisfaction, si vous pouvez répondre. C'est tout petit. Merci de votre participation active, Pascal. Merci Michel. Merci Yolande. Pas de problème, avec plaisir. Parfait. Merci Saïd. Parfait. Il n'y a pas de questions. Du coup, merci Je Antoine peux pour l'envoyer. ce webinaire.